Émission 557, cette semaine, The Adventure of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension. En direct de la première dimension, vous écoutez, mais très certainement, les mystérieux étonnants. Wouh! Hey, je pense que tu l'as dit premier coup. Et oui. Bonjour à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission balado-diffusion consacrée à la bande dessinée et à l'ensemble de toutes. Tout. Aujourd'hui, on est rendu dans le tout, et même tantôt, je précisais de quoi. Ok. Ouais. Non, je ne suis pas Benoît Mercier, je ne suis pas Gauthier Langevin ni Jake Dion, je suis Donc Je Pense. et cette semaine, je suis entouré d'une équipe qui se dit peu importe où on va, on est là. Très, très philosophe. Ah, mais là, mon cerveau vient de casser. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai une équipe spéciale parce que Benoît est à Fantasia. Oui. Gauthier est en meeting. Jake est en voyage. Et je suis entouré de gens merveilleux qui vont m'aider avec ce 557e épisode. Je vous les présente. La première, ses ovaires explosent à la vue de Jeff Goldblum en chaps de cowboy. Yes! La BDiste Caroline Brode avec nous. C'est pas moi. Comment ça va, Caroline? Ça va super bien. Ça aurait pu être tout le monde, honnêtement. Ben, c'est un peu ça qui arrive. C'est lequel? Le deuxième, il offre des Reese à qui mieux? Le BDiste Michel Falardeau. Je m'excuse, je voulais me forcer, mais tu viens de me proposer des Reese. Je pense que j'ai jamais eu une vraie présentation spéciale. Ouais, je sais pas pourquoi. On dirait que je veux pas on dirait que j'ai peur parce que t'es grand. Ben, Tu pourrais me frapper. Ben, je suis très réputé pour frapper les gens. Oui. Ouais, ok. Et le troisième, il scroll Letterboxd à longueur de journée dans l'espoir de trouver un sens à cette maudite vie-là. De Planète BD, le libraire Laurent Bouteille. Allô? Allô, Laurent? Ça va? Ouais, toi. Ah ouais. Ok. Hey, tu sais, t'aurais pu prendre juste 20% des mots que tu as dit, puis ça m'aurait fait une intro J'aurais respectable. pu t'en donner. Hein. Là, il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Yes. Je sais pas si on peut... Avec quoi qu'on commence? Il y en a une très grosse, très délicate. Qui est mort? Casse la glace. Je casse la glace? Oui, ok. On va y aller. Il y a la nouvelle comme quoi James Gunn, réalisateur de Guardians of the Galaxy 1 et 2, et quelques autres films, a été mis dehors par Disney à cause de tweets qu'il aurait fait en 2011. Des tweets avec des blagues très douteuses sur la pédophilie et plein d'autres choses. Donc, là, il s'est fait mettre dehors. C'est sûr que... OK. Ceux qui me connaissent personnellement savent que souvent, c'est les sujets délicats comme ça. Je me tiens loin. Ou plutôt, je regarde, j'écoute, je m'éduque. Mais, tu sais, c'est ça. Je suis pas... J'ai tout le temps l'impression qu'il me manque des informations pour que je me lance puis que je veux pas partir de débat, c'est pas mon genre. Et c'est pour ça qu'on va changer de sujet. Non. On ouvre les lignes. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, je pourrais en parler longtemps, puis tu sais, oui, il y a un côté... Bon, c'est sûr que ces tweets sont dérangeants, mais le gars... Les as-tu lus? Oui. Puis... mais c'est des jokes douteuses. Ouais, mais c'est genre, est-ce que ça fait genre, hey boy, il l'a raté, ou genre, c'est drôle, mais c'est choc? Non, c'est pas drôle. Ah, ok, ouais. C'est pas drôle. C'est un peu, tu sais, comme, mettons, t'as un chum qui fait juste des jokes de bébé mort. Ouais. Jake? Jake, il est drôle. J'ai dit mettons. Ah oui, ok, pardon. Mais tu sais, t'es comment, je pense que tu vois que c'est inoffensif. Ouais. Mais c'est juste lourd, genre. Ouais, c'est ça, c'est long. Puis tu sais, faut se souvenir que aussi James Gunn, il vient de l'école des films trauma, qui est des films qui sont là pour choquer, puis il a fait beaucoup de ça. Qu'est-ce qu'on entend? Je me le demandais, c'est comme le ventilateur, ça se peut-tu? Oh. Non, c'est peut-être un truc dehors. Ah, peut-être. Mais... On salue le truck Oui, dehors. oui, le truck, merci de Merci. ruiner tout. Mais c'est ça, puis là, tu sais, on apprend sur l'information que ces tweets-là ont été retrouvés par des membres de la alt-right qui s'en prendraient à Gunn parce qu'il était anti-Trump, puis tu sais, ça vient loin. Puis tu sais, si tu commences à checker,
ceux qui ont sorti ça, c'est du monde qui était aussi dans le Gamergate, qui s'en sont pris à Zoe Quinn, qui était... des gens de confiance. Ouais, c'est ça. Ouais. La crème de l'humanité. Là, je vais-tu là. faire perdre mes contrats à cause que j'ai dit ironiquement des gens de confiance? Non, moi, j'endosse ton Bon. commentaire ironique. Ouais. Fait que c'est ça, il faut se renseigner, il faut prendre le temps de comprendre. Pour nous, je pense au show, ce qui est surtout important, c'est de savoir comment ça va influencer. Je sais que c'est peut-être réducteur de ramener ça à ça, mais on est quand même un show sur la pop culture. Puis c'est de savoir comment ça va toucher la franchise Guardians of the Galaxy, qui est vraiment sa voix à lui, si on veut. C'est vraiment son bébé, c'est sa tête qui est dans ces deux films-là. Et En passant, c'était un peu déplacé de dire son bébé. Ah, bon. OK, on arrête tout, j'arrête le show, je fais plus rien. Non, mais c'est ça. Rendu là, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Vas-y, Caro. Moi, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, là, puis se dire que ça n'avait pas été des médias sociaux, il aurait bien pu dire ce qu'il voudrait. Ouais. Ce qu'il voulait, excusez-moi. Puis le film, ça serait fait. Tu sais, c'est comme... Je sais pas, c'est tellement compliqué que ça devient absurde, tout ça. Tu essaies de remonter à la source. Qui a dit ça? Puis là, il y a apparemment un agenda derrière ça. Il y a des gens qui avaient des intentions de faire sortir ça. C'est des gens de la droite américaine qui ont décidé on peut se mettre derrière une cause contre ce gars-là parce qu'on n'aime pas ses opinions. Oui. Mais là, on utilise quelque chose qu'il a dit dans le passé pour... C'est ça. Moi, je trouve que... Tu sais, j'ai pas lu ses blagues, mais des blagues plates, ça reste des blagues plates. Surtout si c'est vraiment juste des blagues plates. Et le fait qu'il y a des personnes qui ont une intention derrière ça, tu sais, ça sort des voûtes, puis c'est clairement pour faire du mal à cette personne-là. C'est ça. Tout le monde en fait des jokes plates, là. Ça date de 2011. Et depuis ce temps-là, lui, d'ailleurs, il a écrit un message comme quoi, tu sais, il endosse, pas il endosse, mais il accepte, il assume ce qu'il a dit, mais que depuis ce temps-là, il a changé, puis il est devenu plus mature, puis à l'époque, c'était vraiment pour choquer, puis c'est comme ça qu'il voulait faire son nom. C'était des discussions de vestiaire. Mais c'est ça qui est niaiseux, parce que, tu sais, Trump va dire des affaires quasiment graves. Pire que ça, qui sont pas vraiment, des jokes. C'est ça la différence. Trump qui fait de la trahison quotidienne, tu sais, en tout cas. Tu sais, il y a une différence entre être épais puis être dangereux, là. Ouais. Mais on voudrait qu'il perde sa job aussi, tu sais, Ouais. en même temps. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, on peut pas blâmer vraiment Disney de prendre cette décision-là parce que c'est une compagnie friendly, tu sais. Ils peuvent pas prendre de chance. C'est ça. Il aurait pu faire un statement. Il aurait juste pu se dire, regardez, il est épais, puis on continue, là. Oui, mais tu sais, les choses étant ce qu'elles sont, il y aurait d'autres personnes qui auraient pogné les nerfs. C'est sûr, il y avait aucune façon que ça finisse bien. Ouais. Les gens y auraient mis leur grain de sel, puis on en reparlerait pendant des semaines. Ouais, c'est ça. Je pense que la décision est plate, mais pour une fois, elle a été prise vite sans que ça escalade trop. Fait qu'il y a peut-être encore moyen de réparer les pots. Ouais. Alors que peut-être que si on avait attendu 2 semaines, 1 mois, comme tous les esprits seraient enflammés, comme ridiculement trop, puis il n'y aurait plus de coming back de rien. Mais il va peut-être rester consultant, il va peut-être continuer à travailler là-dessus. Peut-être que, parce que c'est ça, ce qu'on comprend, c'est que là, il était rendu, il avait fait le scénario du 3, il est écrit, il y a comme pas il y a rien qui est tourné, mais fait que est-ce qu'ils vont garder ce scénario-là? Est-ce qu'ils vont recommencer à zéro? Ça leur appartient. C'est une décision qui devrait même pas être rendue publique. Tu sais. Moi, être un exécutif chez Disney, là, tu dis, OK, on a sacrifié notre tête de Turc. On fait le film pareil. Ouais. S'ils gardent le scénario, qu'ils le gardent, mais ils sont pas obligés. Ça devrait même pas se savoir. Puis au niveau de... Tu sais, je pense pas qu'on peut vraiment perdre de quoi, là. Ça n'a jamais été une question Hollywood qui manque des bons scénaristes. En plus que la base est faite, c'est facile après de faire une continuité, puis d'imiter ou de s'approprier en le transformant un peu. Le problème, c'est juste qu'ils ne veulent pas écrire des bons scénarios. Mais ce ne sera jamais à cause du manque de talent puis d'expertise des gens autour de ça. Là. Fait que plus de jokes de bébé. Non. C'était pas des jokes de bébé, c'était genre des jokes de viol. Ouais, c'est ça. D'enfants.
Ouais, c'est ça, c'est pas fort, là. C'est vraiment. C'est pas drôle, puis c'est dégueulasse. C'est sûr que lui aussi, tu sais, il se relie, ça fait 8 ans, puis comme. T'imagines-tu recevoir? C'était pas bon, ouais. En tout cas, non, tu sais, en passant, je tiens à dire que je n'approuve pas. Mais, merci. La précision. Merci. Ben, tu sais, j'essaie de faire l'avocat du diable, puis j'ai pas lu ses affaires. Fait que finalement, c'est un gros trou de cul, puis j'aimerais qu'on le tue. Ça dépend vraiment, de quel joke de viol d'enfant on parle. Ouais. On peut toutes les sortir, puis les rater de 1 à 10, choisir nos préférés. OK. Caroline, t'as-tu d'autres nouvelles plus le fun? Oui. Moi, je vais ranimer votre petit cœur d'enfant, chers millennials qui ont grandi ou pas avec la télé en anglais. Moi, j'ai plein de nouvelles concernant les dessins animés, car j'aime beaucoup les dessins animés. Puis, il y a eu nous autres avec? Ben ouais, tout le monde aime ça. J'ai ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tes nouvelles, c'est pas des cartoons. Il y a eu une annonce qui a été faite au Comic-Con de San Diego qui s'inscrit dans une espèce de lignée de revival de shows des studios de Nickelodeon qui nous ont donné vraiment des cartoons super iconiques des années 90. Puis en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que Nickelodeon était comme vraiment en mode nostalgie dans les 2-3 dernières années. S'ennuie. Ben, apparemment, parce que en fait, ça a commencé avec en 2017 quand ils ont fait un TV movie de Hey Arnold. C'est quoi déjà Hey Arnold? C'est le petit cul avec une tête en ballon de football. Ouais. J'aimais ça, moi. Ouais, ben ils ont fait un TV movie qui bouclait un gros trou dans le scénario. OK. Puis en 2017, je pense qu'ils ont annoncé un spécial, un revival de Rocko's Modern Life, qui était vraiment... c'était vraiment de son époque. Là. C'est vraiment un drôle de cartoon. Ça fait 22 ans que c'est sorti. Fait que apparemment, ça sera en production. 22, aïe. J'ai aussi appris par la bande... Chaque semaine, je deviens plus vieux. Ouais. J'ai appris par la bande aussi qu'il y avait un reboot de Rugrats qui s'en venait. Qui était... Ça m'a toujours donné la chair de poule. Moi, je déteste ce dessin animé-là, mais ça a eu une grosse influence. Il y a des bébés. Mais attends, prépare-toi parce que je prépare un live action. Qui va être réalisé par James Gunn. Ouais, peut-être. Mais c'est pas... Il n'y avait pas déjà un film, là, les bébés super géniaux. Ouais, Genius. Arrêtez de faire des films pour les bébés, s'il vous plaît. Ouais, ou arrêtez de faire des films avec des bébés. Ouais, les deux. Mais en tout cas, le live action est prévu pour 2020, fait qu'on a le temps de grincer les dents jusque-là, parce que moi, la dernière chose que je veux voir, c'est des bébés uncanny en CGI ou en live action. Ça me fait... Imagine, tu sais. Avec des voix d'adultes. Ouais, parce que leur bouche bouge. Puis ils vont aller chercher genre des gros acteurs d'Hollywood. Jack Black dans le rôle de... C'est sûr qu'il est dedans. Non, mais tu sais, des fois, il y a des dessins réalistes là, de genre Homer Simpson, si c'était un vrai humain, c'est comme super déplaisant. Tu sais, comme j'imagine vraiment ce genre de bébé, là. Homer Simpson, dans la vraie vie, c'est Dan Aykroyd. Je le vois, ouais. C'est la seule chose que je pourrais tolérer. On est tout en train de réfléchir. Ouais, en passant, c'est ça, vous avez pas vu, mais eux étaient pas genre fixes en me regardant, ils sont tous partis des nuages. Ouais. Fait que, ça pour dire que l'annonce qui a été faite au Comic-Con de San Diego, c'est moi, en tout cas, je pense que c'est peut-être un TV movie ou un épisode, je sais pas si ça va être une série, mais c'est un revival de Invader Zim, qui était une série culte qui a juste duré 2 ans. Puis moi, ça m'a vraiment marqué parce que ça a été créé par un auteur de BD. C'est qui déjà? Jonan Vasquez. Oui, c'est ça, ok. Qui a fait Johnny the Homicidal Maniac. Il a fait Squee, je pense. Qui a fait Squee. Ouais. Puis c'est vraiment, il y a eu un gros succès dans la BD underground. Puis son dessin animé Invader Zim l'a vraiment propulsé. Puis il y a eu une espèce de following un peu culte autour de tout ça. Là, les fans étaient très avides. Il y avait des conventions spécifiquement dédiées à un dessin animé qui a eu 2 saisons. En tout cas. Moi, j'ai une amie en bande dessinée qui va faire justement un cover de Invader Zim. Oui, on la salue. C'est quoi? Voyons. Je sais pas. C'est moi! Puis, quel coup de théâtre! Ben oui, quand même, hein? Puis en tout cas, je voulais en parler parce que c'est ça, moi, c'est un dessin animé que je connais quasiment toutes les répliques. Puis on sorti pas vraiment un trailer dans le sens d'un trailer monté avec... c'est vraiment juste du footage. Mais moi, je suis tombée sur le cul, c'est tellement beau.
Ça a l'air de vraiment respecter l'essence du show. Okay. Puis John Vasquez, il a une relation un peu spéciale avec ses fans parce que les fans d'Invader Zim sont un peu weird. Parce que le show est weird, tu sais. Puis c'est un peu de goth raver. Ouais, c'est ça. C'est vraiment inscrit dans une période très spécifique. Tu les veux pas, eux autres. Ouais, ben il y en a qui sont cool. Non, non. Puis même dans l'audience, ils sont tous conscients. Ben non, ils sont corrects. Ok, je vous aime d'abord. Puis en fait, il a parlé à Polygon avant le Comic-Con, puis il a dit que... En fait, il a averti les gens que ça serait pas le meilleur épisode d'Invader Zim. Il a vraiment tempéré les attentes. Il était comme, moi, je fais pas ça pour effacer. Il dit, je veux pas remplacer ce que vous avez connu il y a 15 ans. Je fais quelque chose de nouveau. Ça va être ce que ça va être, mais calmez-vous. Parce que j'anticipe. Le backlash. Le backlash, parce que c'est des fans très dévoués, mais comme... pour beaucoup de franchises très spécifiques. Je pense à Rick and Morty. Je pense que ça joue dans les mêmes tales, tu sais. Okay. Fait que bref, je pense que ça va sortir... j'ai même pas écrit la date. Mais le trailer est en ligne. C'est très, 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 très beau. C'est du très, très beau dessin animé. C'est de la belle sci-fi, puis j'ai très hâte. C'est fou, hein, l'ère de dessin animé dans lequel on continue d'être, ça n'arrête pas. Le fantastique, la science-fiction, l'humour ou les univers tout simplement complètement disjonctés sont au rendez-vous. Puis je trouve que même, il y a des avancées au niveau des thématiques puis des sujets qu'on peut relier à l'actualité. Ça avance plus, on dirait, des fois, des dessins animés, d'avoir des archétypes moins traditionnel, puis que, tu sais, ça fait pas juste une saison, puis ça disparaît, là, ça fait des 5-6 saisons, là. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé avec Invader Zim. C'est une critique quand même assez acide de la société, puis Nickelodeon a cancellé le show parce qu'ils n'arrivaient juste pas à trouver leur auditoire. C'était trop trash pour le mainstream, puis c'était pas assez trash pour être de l'adulte, parce que ça n'existait pas vraiment. Ben oui, il y en avait, mais c'était juste pas le bon auditoire. Mais ça a un peu lien avec le film dont on va parler. Oui, il y avait... qui était un peu sorti de nulle part et qui avait de la misère à trouver son public. Et qu'avec le temps, il y a des gens qui ont capoté, c'est devenu culte. Fait que, je comprends. Moi, ça m'amène à parler de... On parle de trailers, c'est tout sorti en fin de semaine. Quelque chose que j'attends gros, qui est Disenchanted. Je le prononce correct? Oui. Faut dire le TED à la fin ou c'est Disenchant? Non, il faut que tu mettes le T à la fin. OK. Ben, on avait vu juste un petit sneak peek il y a 2-3 semaines à peu près, puis déjà, j'étais comme « Oh yes, oh yes, oh yes ». Puis ça a l'air, je pense que ça va être du Matt Groening à son meilleur. J'ai vraiment dit Matt Groening. Explique donc, c'est quoi? C'est voilà. Donc, à toi, Laurent. Et en fait, on a fait le présent avec les Simpsons, qui étaient les pierres à feu des années 80. Futurama, c'était le futur. Et là, on tombe dans l'époque qui n'a jamais existé, du médiéval fantastique Donjon Dragon dans le tapis. OK. Et ça suit l'ère du temps. Le héros est en fait une héroïne et qui est une princesse. Mais une princesse, donc le classique, on oblige au mariage tout. Puis on le voit dans le trailer. Elle dit « Fuck you le mariage ». Son mari s'accroche et se rentre une épée dans la tête. Donc c'est assez rigolo. C'était assez drôle. Et tu sais, je trouvais ça merveilleux, à part à l'aventure. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est la phrase qui dit que je vais traduire tout croche, mais qui est en fait... toutes les princesses devraient partir à l'aventure pour découvrir qui elles sont en vrai. Et je trouve que c'est vraiment une belle métaphore pour notre société, ce qu'on demande aux filles d'être, et même aux gars d'être. Dis, Chris, vivez donc un peu, puis découvrez qui vous êtes, au lieu d'être juste des gros Gino puis Ginette, qui haïssent toutes, puis qui... Peut-être que Gunt aurait dû écouter ça, mais il vit pas dans le futur. Ça a l'air beau, là. C'est vraiment... C'est très, très beau. Ben, c'est ça. Les personnages, l'anime, c'est vraiment du Matt Groening qu'on connaît, mais les environnements ont aucun sens. Même la palette de couleurs, tu as vu ça, Caroline? Oui. Oui, j'ai capoté. Ça me faisait baver parce que, tu sais, les Simpsons, Futurama, tu sais, c'est très beau. Puis même, ça a été à certains niveaux très poussé. Mais je veux pas un poster de la ville des Simpsons. Ouais. Tu sais, oui, si tu connais, t'aimes ça. Genre à 9 ans. Oui, mais tu comprends. Si t'aimes beaucoup ça, tu veux en avoir parce que ça te rappelle les Simpsons. Mais ça, c'est un point que ça devient juste du bel art. Là. C'est malade. Le design est différent. Tu sais, les Simpsons, c'est très coloré, mais
comme comment dire, des couleurs de base, mettons. Ouais. Mais il n'y avait pas de choix, les personnages étaient jaunes. Ben, c'est ça. Puis là, c'est vraiment... Les personnages ont les faces comme les traits très Matt Groening, mais les décors sont très différents. Sont poussés, puis la palette c'est pas du pastel, c'est vraiment du délavé, avec les rouges qui sont poussés, et les verts aussi. Un vert qui est un petit peu froid, puis ça donne... Moi, c'est dans mes palettes préférées. J'ai vu ça, j'ai fait... C'est fait pour moi. La princesse, personnage principal, donc part à l'aventure, est accompagnée d'un petit elfe qui a l'air complètement stupide et qui va sûrement manger des baffes souvent, et d'un genre de diablotin que... Ça, j'ai des grosses attentes face à lui, toi aussi. Parce qu'en plus, je sais c'est qui fait sa voix. OK, c'est qui? Qui est Eric Andre, qui est un gars qui fait le talk show, l'espèce de parodie, déconstruction de talk show sur Adult Swim, qui est complètement sauté. Puis ce gars-là, en général, ce qu'il fait est vraiment un peu débile. Ouais. Et là, j'ai hâte de voir comme... On dirait que j'ai l'impression que ce personnage-là va être... amener à un autre niveau parce que c'est lui. Ouais, il a l'air d'être collé à eux parce que il en fait de quoi en retirer, mais il a l'air à vouloir la fin de la race humaine, là, des choses comme ça. Ouais. Et il a l'air possédé de l'âme du cheetah, comment ça s'appelle, des chips en crotte de fromage. Des crottes de fromage. Tu sais, là, trop cool. Ouais. Cheetos. Ouais, Cheetos, c'est ça. Je me souviens pas de son nom. Il y a un nom. Ouais, ça doit être Cheetos de Cheetah. Il a l'air d'avoir inventé le ténébreux. Il manquerait une cigarette. Fait que moi, je pense que ça va être... Déjà, juste avec ça, je pense que ça va être quelque chose de gros. On va avoir beaucoup de choses à se mettre dans les yeux dans les prochaines années. Sous la dent et dans le cul. Oui. Laurent, as-tu quelque chose pour nous? Je sais pas comment poursuivre après ça, là. Enlève ton bâton. C'est ça. Je vais parler de quoi à se mettre dans les oreilles, tiens. Yay! Hein? Ça va continuer dans la thématique. On va être bien rempli, hein? On va être de partout les orifices. Désolé, j'ai bu un café de trop. Il y a Dead Vaults Records, qui est maintenant une division de Mondo, qui font surtout des posters et tout. Mais là, Dead Vaults, c'est genre la branche de trame sonore de films de série B. Dans des super beaux packaging. Ils ont annoncé quelque chose tantôt. C'est genre... Là. Ça vient de sortir des presses. À peu près. Ça fait une heure. On tue la une! C'est quoi? C'est les 40 ans de Halloween cette année. De John Carpenter. Puis là, ils font une grosse célébration de Halloween où ils sortent les trames sonores en vinyle de couleurs dans des super beaux original art comme pochette et tout de tous les 5 premiers Halloween. Wow, ok. Je sais pas à quel point les trames sonores de tous les Halloween est-ce qu'ils varient tant que ça? La peine. Fait que là, écoutez, les trames sonores du 4 et du 5 sortent là en juillet. Okay. Puis là, après, on fait un genre de décompte, c'est-à-dire qu'on va faire 3, 2, 1 jusqu'à on y va à l'envers. L'original Halloween en octobre pour les 40 ans. En même temps que le nouveau film. En même temps que le nouveau film. Donc, si vous tripez, c'est un excellent thème de John Carpenter. C'est quoi le thème? Peux-tu le faire? Eh boy, j'ai jamais écouté un Halloween parce que j'ai peur des bonbons. Le pire, c'est que je le sais, mais que tous les thèmes de John Carpenter se blendent tout le temps, tout dans ma tête. Fait que j'ai vraiment de la misère à les isoler. Je vais essayer de le faire. Mais avec un piano. Oui. C'est un peu le Richard Séguin de l'orchestre symphonique, en fait. On peut emboîter toutes ces tunes ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec Richard Séguin? Je n'ai juste chanté avant que tu arrives. En fait, c'est mon père. Ah ouais? C'est ton animal totem. Oui. On le salue. Richard Séguin, c'est la coke. Mais donc, toi, Simon, je sais qu'avec Jake, tu as réécouté toutes les Halloween récemment. Peut-être que tu peux nous signaler lesquels trames sonores sont les meilleurs. À part l'original, je pourrais pas dire qu'il y a tant de morceaux qui m'ont marqué. Ça revient tout le temps au même. Puis à chaque fois, tu entends le vrai thème. Dans les autres films, c'est là que c'est hot. T'sais. Fait que je pense que ça vaut juste surtout la peine, juste le premier. Le premier est tout par Carpenter. Après, 2 et 3, c'est genre John Carpenter avec... J'ai pas noté les noms, mais tu sais, peut-être que c'est juste que genre ils ont repris le thème, puis l'autre score, puis tu sais. Y a-tu des gens qui c'est... je parle pas vous, là, mais en général, y a-tu des gens que c'est leur film préféré? C'est un culte à ce point-là. Halloween? Ouais. Ah ouais, ok. Il y en a beaucoup.
Ah ouais, ok. Non, mais vraiment, ouais. Ouais, puis ben du monde qui s'achète le masque de plusieurs façons, tu sais, toutes les versions du masque qu'il y a, puis là, ils mettent ça dans leur maison. Ils doivent des droits au cri de Munch, hein? Ouais. Non, ça, c'est dans Scream. Tu vois. Hey, j'en écoute des films d'horreur, moi. Mais il y a peut-être la trame... Il m'a fucké avec la toune, Mais il y a peut-être la trame sonore du 3, vu que c'est un peu différent. Ouais, c'est vrai. Qui vaudrait sûrement la peine. Mais je me souviens pas, à part l'espèce de toune qui arrête pas de jouer dans l'annonce. Happy Halloween, Halloween, Halloween. Je sais pas si c'est sur le disque. Il faudra checker. En tout cas, je le souhaite. Vous checkerez ça sur le site. Là. Vous pouvez les acheter en pré-vente. Puis là, si vous prenez tout, où il y a des bundles, où ils donnent des coffrets pour ranger tout ça ensemble, là. C'est bien beau. Cool. C'est bien beau dans une bibliothèque. Ben, vous savez, comme Caroline l'a mentionné, c'était le Comic-Con de Santiago en fin de semaine. Et avec le Comic-Con de Santiago, je ramène une vieille affaire. Oh shit. Et voilà. Wow, j'étais pas prêt. Le thème du Comic-Con de Santiago. J'ai plusieurs nouvelles, un peu en rafale, mais la première, on va quand même en parler beaucoup parce qu'il y a beaucoup de trailers qui sont sortis pendant le Santiago Comic-Con. On va parler. Le premier que je vais mentionner, c'est le trailer de Aquaman qui est sorti. Est-ce que je suis le seul à l'avoir écouté? Ah oui. Écoute, je l'ai vu tantôt sur l'heure du lunch en attendant mon take-out au restaurant. Fait qu'il n'y avait pas de son. Mais j'ai vu des images. Peut-être que tu voyais le poitral de monsieur Game of Thrones, c'est ça l'important. De Jason Momoa. Ouais. Ben, c'est ça. Le film est réalisé par James Wan, qui a fait ça, Conjuring, puis Insidious, puis Furious 7. Le 7e. Quelle bibliographie. Mais non, mais visuellement, c'est quand même intéressant. Puis là, le trailer, ben, il y a comme rien de nouveau au niveau de l'histoire. Tu sais, c'est un film d'origine sur Aquaman. Mais tu sais, je me dis que ça peut être le fun. C'est juste que tu sais, c'est vraiment un festival du CGI. Là, mais c'est normal, là, c'est un film en dessous de l'eau. Mais je dirais que les designs du monde sous l'eau est quand même cool. Okay. Fait que juste pour ça, j'ai quand même hâte de voir. Là. Je dis pas que je suis excité. Puis j'ai même pas vu Justice League. Fait que j'ai aucune idée si le personnage est mercenaire ou pas. Ça se passe-tu avant Justice League? Vu que c'est un origin je sais pas. Il y a un origin après sa première apparition? Je pense qu'ils se sont même pas posé la question. Mais peut-être qu'ils font comme Wonder Woman, dans le fond. Wonder Woman est sorti après Batman v Superman, mais c'était l'origine qui se passait avant, mais avec quelques scènes qui se passaient après. Donc peut-être qu'ils vont refaire la même chose, c'est pas clair. Ou peut-être que ça se passe complètement après, je sais pas. Croyez-vous qu'il va y avoir des bouteilles de marque d'eau qu'on vend qui va avoir Aquaman dessus? C'est sûr. Ça gâche pas du tout. Il y avait de la salade Star Wars, il peut bien en avoir. C'est vrai, mes bananes étaient des bananes de Thor. Bon, tu vois. Puis c'est cool parce que si on boit les bouteilles d'eau de Aquaman, après on peut les repitcher à la mer puis ça va retourner à l'envoyeur. Tout est dans tout. Ça serait quand même drôle si comme l'univers d'Aquaman était fait en vidange. Il habite en dessous du continent de plastique. J'ai vu une fausse pochette qui est super bien réalisée, qui c'est exactement ça. On voit même pas le titre Aquaman, il y a juste des cochonneries. Nice. Sinon, un autre trailer qu'il y a eu... attends une minute. Oui. C'est un petit peu long, mais... C'est-tu tiré l'émission Wow? Oui. Ouais, que probablement 1% de notre audience connaisse. Oui, c'était animé par le gars qui fait l'épicerie. C'est quoi déjà son nom? Exact. Denis... Épicerie. Ouais, Denis Épicerie. Un autre trailer qui est sorti, le trailer de Glass. Ça vous dit quelque chose? C'est la suite de Unbreakable. Oui, et aussi de Split. Oui. Donc on a l'homme de glace. L'homme de verre. Oui, c'est ça. Samuel L. Jackson, qui est Monsieur Glass. Il y a Bruce Willis qui revient en tant que... il n'y avait pas vraiment de nom. Là. C'était David Doom, je pense. Le gars fait fort. Ouais, c'est ça. Puis James McAvoy qui revient en tant que Split, I guess. Son fils revient dessus. Non, mais c'était pas genre The Beast... c'est toutes ses personnalités. C'est parce que dans le film, c'est pas juste le monstre. Non, c'est ça.
On vient de spoiler Split big time, je suis désolé. Ouais, ben là, rendu là, on a comme pas le choix, ils ont sorti le trailer, mais... moi, je suis juste content parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Unbreakable. C'est le même réalisateur? Oui, M. Night Shyamalan. Parce que moi, c'était un de mes préférés du réalisateur. Je ne l'ai pas vu probablement dans les 10 dernières années. Je me demande s'il a bien vieilli. Mais je sais que ça avait fait ça m'avait marqué comment... tu sais, à l'époque, on n'était pas habitué de prendre des sujets qui ont été traités pendant 80 ans d'une façon puis de leur donner un tweak réaliste. Fait que je suis très, c'est sûr, il n'y avait pas vraiment de film de super-héros où il y en avait, mais... Puis tu sais, super-héros, c'est un grand mot quand on parle de Unbreakable, mais sauf qu'il y a le background... C'est le thème. C'est ça, c'est les thèmes dans le film. Mais c'est ça, là, je sais pas si ça va tenir la route. C'est quand même un gros gamble là, de refaire une suite à peu près 14 ans plus tard. Mais aussi qui est une suite à un film que personne ne savait que c'est dans le même univers. Fait que, je sais pas, visuellement ça a l'air bien, mais bon, c'est dur à dire d'un trailer. Ben, en même temps, s'il fallait qu'il y ait une suite, tu sais, c'est pas un film que 2 ans après ils peuvent sortir le deuxième, ça aurait chié, là, ça aurait fait genre... Ouais, non, c'est ça. C'est s'ils le font là, c'est à cause que, d'après moi, ils pensent qu'ils ont de quoi de solide. Ouais. J'ai tout... Wow! OK, un autre trailer qui est sorti, le trailer de Shazam. Oh yeah! DC qui sort le film sur le personnage qui est Billy Batson, un enfant qui, quand il crie Shazam, devient un super-héros. Est-ce que vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. Tu l'as vu? Non, j'ai vu un screenshot. Oui, moi j'ai ri à voix haute. Ouais. Je suis pas un grand fan de DC. J'ai bien aimé Wonder Woman, mais autrement, j'ai pas aimé grand-chose dernièrement. Et quand j'ai vu ce trailer-là, je les attendais. C'est comme, bon, ils sortent Shazam. Et dans ma tête, Shazam, peut-être que je me trompe, mais dans les BD, quand il crie Shazam, mais il devient un homme, mais avec la maturité d'un homme aussi. C'est pas clair, ça. Mais je suis pas sûr. Je pense qu'il garde son cœur. Ouais. En tout cas, là, je trouverais ça vraiment hot parce qu'il le garde en crise. Ouais. Puis j'ai vraiment ri à voix haute. Il a l'air épais. Et l'acteur qui a l'air vraiment costaud et fait pour ce rôle-là, a l'air d'être un très bon acteur pour avoir l'air épais. Ouais. C'est Chuck, la série télé Chuck, qui était un gars qui était comme un vendeur dans un genre de copie de Best Buy qui s'est fait implanter une chip où il y avait comme des secrets gouvernementaux dans sa tête ou je sais pas trop. En tout cas, c'était une comédie. C'est une comédie d'action. Puis il jouait plus un nerd qui était pogné dans une situation étrange. Là, il s'est comme entraîné. Ouais. Alors, il est costaud. Là. Ce gars-là, il est rendu beef. Ouais. Ben moi c'est au point, j'ai mis le trailer au point que, tu sais, je vais checker la première semaine, les premiers jours, comme les critiques genre sur Rotten Tomatoes ou je sais pas quoi. OK. Puis si ça pogne le genre 70-80, je vais aller le voir, c'est sûr, au cinéma. J'ai le goût de rire puis de voir des super-héros niaiseux. Ouais. Puis, tu sais, j'aimerais vraiment ça qu'il n'y ait pas de méchant sérieux. Tu sais, qu'il y ait une menace, mais pas, c'est moi le méchant. Ouais. Ou au moins que lui, il réagisse d'une façon... d'ado face à ça. Ou si le méchant est drôle aussi, tant mieux. Ça manque de méchants drôles. Ouais, mais là, c'est... Excuse-moi, Laurent. Il faut que ça fly! Ouais, c'est ça. Non, mais je me demandais, mettons, parce que là, tout l'univers cinématographique de DC, c'est genre dark et gritty. Ça a-tu l'air de s'enligner là-dessus? Non, ça change. Pas avec Shazam, ça change de beat. Puis aussi, le setting, ça se passe à Noël. Fait que, Mais ouais, non, c'est ça, ça a l'air le plus le fun, même si ça se passe dans le même univers, parce que dans le trailer, t'as des références à Batman puis à Superman, mais les versions qu'on connaît. OK. C'est ça. Et le dernier que j'aimerais parler, c'est mon préféré du Comic-Con, King... J'allais me tromper. Godzilla King of Monsters, qui est le deuxième, en fait la suite de l'autre Godzilla qu'il y a eu il y a comme 4 ans, je pense. Ouais, déjà. Laurent, je pense que t'es excité par ça. Je suis vraiment excité. Mais déjà c'est parce que, tu sais,
nous pimpent ça depuis un bout. Ouais, il y avait les Hey Boy. Il y avait la scène post-générique de Kong, Skull Island, qui pointait à peut-être qu'on va voir plus que Godzilla. Puis là, man, tout le monde est là. Je suis capable. Là, il y a Mothra, il y a King Ghidorah, il y aura Rodan, Godzilla, évidemment. Mais ça a l'air complètement débile. Puis, je dois avouer qu'il y a un moment dans le trailer où j'ai eu le moton. Puis c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'était juste parce que c'était beau. C'est Godzilla qui crache son espèce de jet bleu, je sais pas trop comment appeler ça. Son laser, rappelons-le, son laser vers le ciel. Et après, ça coupe à une séquence de Mothra qui déploie les ailes. Avec de la musique qui est comme... c'est pas dark, c'est plus... j'ai le mot en anglais, là, uplifting, ou tu sais, plein d'espoir. Puis je trouvais ça beau. Puis cette séquence-là m'a affecté parce que je me suis dit, le trailer il s'en va dans une autre direction que je pensais. C'est le genre d'affaire que ça aurait été facile que quand il crache dans les airs, là ça coupe, là, ça fait puis là, tu sais, des... Plein d'explosions. Ouais, c'est ça. Puis de quoi de dark. Là, genre... drop de bass dans le trailer. Là. C'est ça. Puis là, c'était complètement différent. C'était comme une toune vraiment comme grandiose. Puis là, tu les voyais. Puis tu vois Rodan qui vole par-dessus une ville, qui détruit tout. C'était-tu du Evanescence? Non. Non, justement. C'était comme du M83, on dirait. Nice. Mais c'est ça. Fait que j'étais comme content que le trailer aille ailleurs que ce qu'on est habitué de voir de tous les trailers. Puis ça a marché avec moi. J'étais comme, man, je veux voir ce film-là tout de suite. Mais c'est parce qu'ils ont l'air de vraiment jouer la carte de Godzilla étant la force de la nature pour rétablir l'équilibre de l'univers. Genre. Fait que tu sais, comme c'est vraiment... C'est plus un ennemi. Oui. Tu sais, moi, c'est ça. J'aime ça quand même. J'aime ça que ça soit un ami. Ouais, puis j'aime ça parce que je sais que ça veut dire qu'il va tapocher toutes les autres. Puis ultimement, on va se le dire, c'est ça qu'on veut voir. Ben, c'est ça. Il y a une séquence à la fin qui est vraiment cool où Godzilla avance, puis t'as des jets qui s'en vont dans le même sens que lui. Plutôt que d'aller vers lui pour le tirer, là, ils s'en vont comme... Des pilotes chauds, câlisse. Il l'aide à faire ce qu'il a à faire. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Cool. C'est quoi? C'est genre dans un an? Ouais, genre. Ça fait chier. Ouais, on est ben trop primés. Mais puis c'est le fun parce que c'est réalisé par le gars qui a fait Krampus. Pour ceux qui l'ont vu. Tu es rendu au wow, là. Ouais, non, ok. On peut passer à d'autres choses. Je reviendrai avec d'autres nouvelles du Comic-Con. Caroline, as-tu d'autres choses? Ben oui, en fait, je voulais parler d'un autre trailer qui est sorti. En fait, le deuxième trailer de Battle Angel Alita est sorti. Ouais, c'est ça. C'est Gun. Un vieux manga cyberpunk. C'est un fucking chef-d'œuvre, là. Puis c'est Spielberg qui réalise ça? Non, c'est James Cameron. Guys, non? Mais c'est produit par Cameron. Produit par Cameron, ah ouais. Réalisé par Robert Rodriguez. Cameron était supposé le réaliser il y a longtemps. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est attaché à ça, mais là, c'est Robert Rodriguez. Puis c'est facile de... Ben, je trouve que ces temps-ci, on a comme fini un peu de se planter dans le cyberpunk. On dirait qu'on a compris comment faire ça. Mais le trailer est hallucinant. C'est-tu en engageant Scarlett Johansson qu'on a réglé ça? Okay. Non, en fait, il y a eu une sorte de tollé quand le premier trailer est sorti parce que, oui, c'est en live action, mais ils ont fait Alita, qui est le personnage principal, qui est une androïde, avec des grands yeux de manga. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde que ça déstabilisait complètement. T'sais. Puis je peux comprendre un peu le uncanny derrière ça, mais... Ouais. Ça marche. Ça marche. Moi, j'ai trouvé que c'était... Chris, c'est un robot, on fait ce qu'on veut. Oui. Ben, c'est ça. Ouais. Puis l'univers, tu sais, c'est quasiment du cyberpunk ensoleillé. Tu sais, c'est pas dans une ville où ce qui pleut, puis ça se passe dans une espèce d'énorme décharge, mais comme il fait beau, puis moi, je trouve ça rafraîchissant. Ouais. C'est vraiment poche, mais c'est pas poche, mais dans le sens que on en a peut-être soupé justement des villes pluvieuses avec des néons. Là, c'est vraiment, ça a l'air d'être un univers habité. Ils ont l'air de vraiment sticker sur le manga, sur ce que j'ai vu.
Puis ça faisait longtemps, j'avais pas. Moi, excuse, mais ça fait longtemps, moi j'ai lu le comic, le manga, puis j'ai aucune idée. Je me souviens presque de rien. Fait que je sais pas à quel point ça ressemble. Ça a l'air de... C'est vraiment un origin story, comme le premier gros volume du manga, c'est Alita qui se fait découvrir par un professeur, une espèce de patenteux, qui la remet sur pied pour se rendre compte qu'elle a des skills de combat complètement hallucinantes. OK. Puis je pense que la façon dont le trailer avait l'air de s'en aller, c'est qu'il y a des méchants qui sont après elle pour sa technologie. Puis bon, je pense que ça va être assez classique dans son intrigue, mais il aurait pas pu mieux adapter ça. Ça a l'air d'être moins gimmicky que quand ils nous ont montré justement l'adaptation de Ghost in the Shell. Ouais, okay. Le trailer de Ghost in the Shell, c'était comme on se prend vraiment au sérieux. Puis attendez-vous à en avoir plein les yeux. Tandis que le trailer de Battle Angel Alita, c'est comme ça va être ça. OK. Puis ça, c'est comme merci de pas nous prendre pour des épais, tu sais. Ouais. Mais j'ai très très hâte de voir ça. Cool. Laurent, as-tu quelque chose? Oui. J'ai toujours quelque chose. Ben vas-y! Est-ce que vous voulez que je vous parle de films que j'ai vus à Fantasia ou que je vous parle de jeux de table? Parlons de Fantasia. D'accord, j'ai vu plein de films à Fantasia. Je suis brûlé, guys. Je suis vraiment brûlé. C'est long, un festival, quand tu y vas presque tous les jours. Hein? Mais il est comme un mois, ce festival. Ouais, genre 3 semaines. Tu devrais faire une pétition pour l'annuler. Là. Ouais, c'est ça. Arrêtez, j'ai plus le temps de voir tous les films. D'ailleurs, Benoît qui est là, ouais, c'est j'ai ça, pas vu depuis un bout. Là, il est bien plus là que moi. Là. Il a rencontré genre Sam Elliott, puis Cynthia Rothrock, puis plein de monde. C'est quand même assez hallucinant. C'est quand même Je pense que on est rendu l'équipe officielle des Mystérieux. Je suis désolé de t'apprendre ça. Il va jamais revenir. Ouais, c'est ça. On s'en rendra pas compte. Il va se mettre à se tenir avec des réalisateurs super. J'y souhaite. Je vais vous parler d'un film, de mon film préféré que j'ai vu au festival à date. Ça s'appelle Chained for Life, donc Enchaîné pour la vie. C'est un film d'un gars qui s'appelle Aaron Schimberg. Et sac, j'ai de la misère à m'en lire. Et qui met en scène un gars qui s'appelle Adam Pearson. C'est vraiment un film fascinant, en fait. C'est vraiment... Je vais essayer de vous raconter un peu de quoi ça parle. Là. En gros, c'est du monde qui tourne un film. Puis là, c'est comme un film un peu d'exploitation où il y a comme plein de freaks, dont un gars qui a vraiment comme une face un peu défigurée. Genre, il ressemble un peu à une popette de La Flaque, genre. Oh. Mais en vrai... Je suis terrifié, je m'attendais pas à ça. Ben écoute, puis d'autant plus que moi, j'ai juste catché, en revenant chez nous après le film, que c'est sa vraie face. Genre, il n'y a pas de make-up, il n'y a pas d'effet, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment justement un film qui parle beaucoup de comment on voit les gens différents physiquement dans la vie, mais aussi comment on les exploite justement dans des films et des trucs d'exploitation et tout. Fait que c'est vraiment un film, c'est dur à décrire parce que, tu sais, plus ça va, plus t'es comme, ok, c'est un film dans un film dans un film, puis là tu sais un peu comme David Lynch il fait des fois là, que tu sais plus trop qu'est-ce qui est la réalité, cette scène-là elle va où dans ce que je suis en train de voir, c'est-tu arrivé pour vrai et tout, mais c'est vraiment super touchant, vraiment fascinant, puis tu sais c'est fait par un réalisateur qui lui-même a eu des chirurgies pour se faire un peu reconstruire le visage, fait que tu sais je pense que c'était un sujet très personnel puis que ça a été fait tu sais c'est drôle parce que justement le film utilise justement plein de gens des freaks mettons, puis tu sais mais ça pèse jamais parce que ça dénonce, tu sais. C'est vraiment une ligne floue sur laquelle il marche. Mais s'il y a une histoire, puis il veut divertir avant tout, après, il peut faire gober n'importe quoi. En tout cas, tu le vends bien. Non, c'est ça. Mais en tout cas, j'ose espérer que ce film-là, parce que j'ai vu beaucoup d'autres gens qui ont trippé, fait que je sais pas s'il y aura une sortie, un distributeur ici. Probablement. Je vous encourage vraiment à aller voir ça. Le gars, l'acteur, ça a l'air... moi, je l'ai pas vu encore, mais il jouait dans Under the Skin. C'est drôle parce que dans Under the Skin, il y a un homme avec une grosse déformation. C'est quoi? Oui, mais c'est ça, c'est lui. C'est le même. Ah, c'est le même? Okay, c'est le même acteur. C'est ça. Puis après, je checkais des entrevues. Je sais comment non. Qui est un film formidable. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. À tout le monde à qui j'en ai parlé, tout le monde était comme, ben oui, il a joué dans tel film. Tu l'as pas vu? Ça pourrait s'appeler autre chose qu'un film, genre un Juan Tak.
tellement c'est différent de ce qu'on est habitué à faire. Quoi? Je suis plus capable de le répéter. Mais c'est pour dire que ça suit vraiment pas les codes qu'on est habitué. Là. C'est une vraie expérience. OK. Ça aussi. Bon, ben écoute, ça a l'air qu'il joue dans ce genre de film-là. J'ai aussi vu le nouveau Puppet Master. Oh boy. Le numéro 13 des Puppet Master. C'est une suite ou c'est un reboot? Là? Écoute, je dois avouer que c'est mon premier Puppet Master. Okay. T'as décidé que tu commençais à 13. Ben... Le pire, c'est parce que j'ai lu la prémisse, j'ai fait « Wow, ça a l'air nice, des puppets qui tuent des gens, des puppets nazis qui tuent des gens. » Là, après, j'ai comme juste catché après que c'était comme... Ah non, c'est vrai. Là, j'étais comme, Simon, il en a parlé souvent. Ouais. C'est un concept qui existe. Puis là, je me suis dit, d'après moi, rendu à 13, c'est plus vraiment important que j'ai vu les autres ou pas. Ouais. Ça doit pouvoir se tenir tout seul. Fait que là, tu sais, il y a un peu un genre de flashback sur le nazi original qui a créé les puppets et tout. Mais pour vrai, j'ai pas comme si j'avais eu de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça pourrait être un reboot, mais sauf que dans la série originale, il va avoir une autre suite aussi. Fait que là, c'est comme s'il y avait comme un sideline. Ouais, c'est ça. En tout cas, me semble. Ou ça pourrait être comme Halloween, tu sais, ça se peut que ça prenne, ça prenne place après le premier en oubliant les 10 autres entre les deux. Tu sais. C'est pas trop clair. En tout cas, tout ça pour dire que c'était pas vraiment bon. OK. C'était un peu... Tu sais, c'est un film qui a été produit par Kickstarter. Ah, bon. Okay. Ce genre d'affaires-là. Mais, tu sais, honnêtement, si dans la vie, vous demandez pas plus que genre des kills divertissants dans un slasher, ben, vous allez vraiment être servi. Il y a vraiment des choses là-dedans que j'avais pas vues ailleurs. Franchement, fait que, ben, c'était quand même un bon moment. OK. Sinon, un dernier. J'ai parlé, il y a pas longtemps, d'une suggestion de manga qui s'appelle I Am a Hero. Et le film, il y a eu un film qui a été tourné en 2015 en fait, puis il est enfin projeté à Fantasia. Je l'ai vu hier. Okay. C'était bon, c'est un bon film de zombies, mais si vous avez trippé sur le manga, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé mon compte. Moi, c'est un de mes c'est un de mes mangas préférés. Ouais, ben puis j'haïs les zombies, je veux rien écouter de zombies et ça reste un de mes mangas préférés. Ben, c'est déjà ça en dit long en fait sur la série. Moi, c'est ça, en fait, c'est une série que j'aime parce que j'aime les zombies, puis j'en ai lu en tabarnouche des affaires de zombies, puis j'en ai vu des films de zombies, puis quand je lisais le manga, j'étais tout le temps comme waouh, ça j'ai jamais vu ça avant, tu sais, comme les 15 premiers volumes, il y avait de quoi dedans que j'avais jamais vu avant, tu sais. Il y a une sensibilité, tu le feels. Tu le feels pour vrai, puis tu fais comme fuck, moi j'aurais pas survécu. J'aurais pas fait 10 volumes. Ça, définitivement. J'aurais pas fait 3 volumes. Mais tout ça pour dire que dans, tu sais, comme je dirais que les 20 premières minutes sont vraiment bien adaptées fidèlement du manga, puis que plus ça va, plus t'as plus les surprises justement que t'as dans le manga, puis que ça devient, tu sais, plus ça va, plus c'est classique. C'est une formule qu'il faut faire une série, hein, tu sais, ouais. T'as pas le choix, une série, faire une série en un film, c'est... C'est sûr, c'est sûr. Fait que, ben, écoutez, puis lisez le manga. Puis là, t'as-tu d'autres films qui s'en viennent? Là? T'es-tu surchargé ou tu prends une mini-pause? Ben, c'est ce soir, ma mini-pause. Ah, OK. Il y a un film mercredi qui s'appelle Anna and the Apocalypse qui devrait t'intéresser, Simon. Parce que c'est aussi un film de zombies, mais c'est un film, une comédie musicale de Noël de zombies. Fait que ça m'intrigue beaucoup. C'est... comme plein de choses que j'aime blender ensemble. Des fois, ça peut donner quelque chose de monstrueusement dégueulasse. Mais ça peut être une belle surprise. Sinon, lundi, le 30, à l'Impérial, qui est comme le seul film qui est projeté là cette année de Fantasia, il y a un vieux film de 83 de Yves Simoneau qu'on avait vu, qu'on a regardé ensemble, Simon, il n'y a pas longtemps, qui est un documentaire un peu de fiction sur la bande dessinée. En fait, la bande dessinée québécoise et européenne, donc qui est comme mise en scène avec des Michel Rivard, qui est un détective. Ouais, qui a fait une enquête pour Jean-Louis Millette, qui se prend pour un super vilain. Puis là, ils vont jouer la toune Le Privé. Même pas. Même pas. Eh non. Mais, tu sais, c'est un peu... c'est un ovni en tant que film, mais si jamais ça vous intéresse, la bande dessinée, il y a
vraiment énormément d'intervenants, puis beaucoup qui sont décédés actuellement. Là, Hugo Pratt, Gottlieb, Tardy. Au Québec, il y a Réal Godbout. Il n'est pas décédé. Non, mais ils sont pas tous décédés, mais il y en a. Dans le film, pour vrai, 80% des intervenants sont décédés. C'est quand même c'est vraiment le fun de faire « Wow, cette personne qui me parle de son travail. » Wow, elle est morte. Ah là! En tout cas, puis l'événement est gratuit. Okay. Puis il va y avoir tous les auteurs québécois qui ont participé au film. Donc, justement, Réal Pierre, Serge Gaboury et Garnotte. Okay. Ah, cool. Et le réalisateur, probablement. Monsieur Simoneau. Oui. Michel. On parlait de gens morts, de gens déformés, de motons dans la gorge et de bel air de l'animation. Oui. J'ai de quoi qui réunit tout ça. Qui est, je viens de finir en rafale. J'aurais aimé ça l'écouter pendant 2-3 semaines, mais quand c'est trop bon, il faut le manger d'un coup. Mm-hmm. Et c'est le dessin animé Final Space sur Netflix qui est apparu, je pense, il y a quelques jours. OK. Et c'est pour ça que je savais pas de quoi tu parlais. Non, je parlais pas de mon corps. Et, ton corps sur Netflix? Mon corps, tout simplement, mon vrai corps. Okay. Il est trop grand pour qu'on l'avale. Tu pourrais être surpris. OK. Et ça a tout brisé mon intro. Le show a été télédiffusé. On vient de t'en faire une intro au show, là. On peut manger son corps d'un coup. Michel Falardeau! OK. Le show a été télédiffusé sur un channel que j'ai aucune idée c'est quoi parce que ça m'intéresse pas. C'est la première fois que j'ai des émotions en écoutant un dessin animé autant depuis... Tu vas me reprendre, Caro, c'est-tu Over the Garden Wall ou Behind? Over the Garden Wall, qui est un chef-d'œuvre. Eh bien, Final Space, ça commence... c'est tout simplement sublime visuellement. C'est beau, c'est drôle. Ça a l'air très classique au début. C'est dans l'espace, Final Space. Mm-hmm. Et c'est peut-être le dernier espace, qui sait. Et pour vrai, c'est du bonbon pour les yeux. Puis je me suis dit, c'est tellement beau que je suis capable de l'écouter sans problème. OK. Le problème, c'est que ça devient très, très, très bon et que tranquillement, ça brise un peu les archétypes. J'aurais aimé un peu plus, mais c'est pas une critique négative. C'est que moi, j'aime vraiment ça, être brassé à la Dirk Gently, là. Si vous l'avez écouté. Donc, Dirk Gently, c'est juste une diarrhée avec toute la culture pop. Mais j'aime beaucoup ça. Et c'est donc, une belle façon de décrire. Comment? C'est une belle façon de décrire. Et qu'est-ce que je disais là-dessus? C'est bon. J'ai même pleuré. Okay. J'ai pleuré 2 fois. Donc, Caro, tu vas pleurer. Tout le temps. T'es rendu à l'épisode 3, genre? Oui, non, j'ai même pas commencé le 2. J'ai rarement vu de quoi d'autant de qualité. Les intros du début, t'as l'impression de voir du film indépendant de première qualité. L'infographie, quand tu changes de système solaire, patati patata. Et l'affaire, c'est que c'est très, très con, mais ça va aussi loin dans l'intensité. Okay. Et c'est, je crois, 14 ans et plus. Donc, ça commence avec des têtes arrachées et des colonnes vertébrales arrachées. Il y en a beaucoup. Qui flottent dans l'espace. Ouais. Donc, c'est pas genre, non, on le fait pour ados, mais les adultes vont aimer. C'est fait pour tout le monde qui veulent des affaires un peu plus sérieuses et drôles pour adultes. Okay. Donc, un must. Je t'ai intrigué. Ah, puis la musique est écœurante. Et c'est pas de la musique de cartoon, c'est de la musique genre Radiohead ou des trucs comme ça. C'est pas Radiohead, mais ça va chercher beaucoup de quoi dans l'intensité. Okay. C'est vrai que c'est beau. C'est vraiment pas un spoiler, mais dans le premier épisode, ils font un jump in hyperspace et puis ils ont un autre nom, je me rappelle plus c'est quoi, pour dire qu'ils s'en va dans le night speed, appelez ça comme vous voulez. Puis la séquence d'animation, le build-up, j'étais comme, ça c'est la sci-fi que je voulais voir toute ma vie. Ouais. Okay. Ah non, moi, premier effet, quand j'ai vu le vaisseau décoller, ça fait tout de suite. J'ai fait le rewinder. Genre, il y a un avant et un après ce voyage interspatial. Mais c'est ça. Ouais. Juste pour acheter parce qu'on parle beaucoup d'animation, mais avec les technologies puis les logiciels, on est rendu avec le Photoshop de l'animation. Il y a un outil qui a démocratisé le dessin animé puis qui a rendu des choses qui étaient impossibles à faire, comme des effets spéciaux. C'était très coûteux à faire en animation, qui ont rendu ça accessible à tous. Fait que là, littéralement, le dessin animé est le médium où il n'y a aucune contrainte de budget. Ouais. Tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a vraiment aucune limite. Puis on est en train de voir apparaître des dessins animés qui brisent toutes les barrières de l'imagination. Puis je pense que ça va juste aller en s'améliorant. En passant, celui-là, je pense sérieusement qu'au niveau d'un dessin animé qui est télédiffusé, donc il y a 10 épisodes de 30 minutes,
je pense que j'ai jamais vu un travail aussi professionnel. Okay. Aussi bien ennemi. Tu te dis, man, où c'est qu'ils ont coupé? Ils n'ont pas coupé nulle part. Et ça finit, pas en queue de poisson, mais ça finit, ils règlent tous leurs problèmes, mais je vous dis, il va y avoir une saison 2. Puis ça a l'air à monter encore en intensité. Je peux rien dire, je peux juste dire c'est hot, c'est beau. Ben, je pense que vous le vendez assez bien. Là. C'est pas une diarrhée. Un peu. Oh! Et j'ai d'autres nouvelles du Comic-Con de Santiago. À propos de Spider-Man Into the Universe, ou Into the Spider-Verse plutôt. Le film d'animation? Ouais, le film d'animation, ils ont mentionné que d'autres personnages de l'univers de Spider-Man allaient être là. Ils ont entre autres dit que Spider-Noir va être là. C'est quoi? Je pense que... Dis pas que c'est le Spider-Man africain. Non, pas du tout. C'est plus type film noir, me semble. Ah oui, ok. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ça va être Nicolas Cage qui va faire sa voix. Pourquoi pas? Wow. Puis je le vois dire de façon ténébreuse. I'm gonna take your face off. Face off. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Penny Parker et qui est avec un robot géant de Spider-Man. Donc, est-ce que c'est inspiré de la série japonaise avec Spider-Man et un robot géant? Je ne sais pas. On verra. Et il y a aussi Spider-Ham qui est là. Cool! L'espèce de petit cochon en Spider-Man. Ah, je pensais que j'avais halluciné ça tantôt sur Internet. Okay. C'est vraiment ça. Ouais. Il y a vraiment un petit cochon Spider-Man. Il existe. C'est genre le Rocket Raccoon des Spider-Man. Et je vais vous parler de Blu-ray. Ça fait un bout que j'en ai parlé. Oui. C'est juste qu'il y a le Scream Factory qui a annoncé quelques sorties Blu-ray. Il y a Saturday the 14th, la comédie très plate, qui sort en Blu-ray. Il y a Sleepwalker, un film basé sur le livre de Stephen King. Il y a 10 to Midnight, qui est Charles Bronson contre un tueur en série. Il y a Obsession de Brian De Palma. Il y a The Craft. Il y a aussi Silent Night, Deadly Night Part 2. L'année passée ou l'autre année d'avant, ils ont sorti Part 1. Là, ils sortent Part 2. J'espère qu'ils vont sortir les 5. Je serais bien content. Un par année. Ils sortent un coffret des 4 films de Critters, dont le 4e qui s'en va dans l'espace. Et il y a Candyman, que ça fait longtemps que j'attends, parce que je n'ai jamais vu Candyman, et j'attendais de voir le Blu-ray, et il était poigné dans des affaires de droit, puis ça fait longtemps qu'on T'as jamais vu un Candyman? J'ai jamais vu Candyman. Je pense que ça doit être le seul film que j'ai vu que t'as pas vu. Ah ben, ça se peut. Ah, j'ai eu peur. Bon, c'est cool. C'est quoi son principe, Candyman? Il donne des bonbons aux kids. 3 fois Candyman, là? Ouais, puis là, il y a 3 fois Candyman devant un miroir, il sort. Puis il y a un genre de crochet, puis il tue avec. Ouais, c'est ça. Puis ça se passe un peu dans les projects. Genre les buildings là, avec plein d'apparts pour les personnes défavorisées. Okay. Fait que c'est un setting intéressant. Puis la trame sonore est faite par Philippe Glass. Fait que, ça rajoute un petit quelque chose. Je m'attendais pas à ça, ouais. Vu la prémisse. Il y a quand même un petit délai à chaque fois qu'il nous gosse. OK, la 3e saison de Toys That Made Us a été annoncée. Les 4 sujets qui vont être abordés, c'est les jouets ou les figurines de Teenage Mutant Ninja Turtles. Enfin! Il y a les jouets de Power Rangers, les figurines de lutte. Ah, nice. Comme ceux que tu pouvais rentrer ton pouce dedans, là, dans le derrière. Ouais. Et il y a aussi les My Little Pony qui vont sortir. Ça m'intéresse. Aussi, il y a des nouvelles en BD. Il y a la série The Vision qui revient sur Marvel, qui est considérée comme la suite de la mini-série de Tom King. Y a-t-il quelqu'un qui l'a lu jusqu'au bout? Moi, non. Moi, oui. Ah oui, puis c'était-tu bon jusqu'au bout? C'était pas mal bon, ouais. Tu sais, c'est pas long, c'était 2 trades. Là. Ah, ok, j'ai lu le premier et j'ai trouvé ça super bon, mais j'ai vu, tout. après tant de têtes arrachées, j'ai arrêté. Là. Okay. Spoilers. La série va être écrite par Chelsea Kane et Mark Mohan et dessinée par Aude Koch. Je sais pas c'est qui. Une vieille coche, là? Ouais, Aude Koch.
Ben. Il y a aussi DC qui a animé des nouveaux films, qui a annoncé des nouveaux films d'animation. Oui. Il va y avoir un Wonder Woman en 2019. Un nouveau Wonder Woman qui s'appelle Bloodlines. Ils ont aussi annoncé un Reign of Superman, Batman Hush, la version animée, et Justice League versus The Fatal Five. Hey, en passant, on n'a pas parlé, mais il y a Teen Titan Go, le film qui arrive en cinéma jeudi. Oui, c'est vrai. Le trailer a l'air très bon, puis ça fait beaucoup référence au fait qu'il y a un film pour chaque super-héros. Ils en veulent, eux autres, mais ça a l'air qu'ils n'en méritent pas. Ça a l'air très drôle. Fait que si jamais on est invité parce qu'on n'a pas trop été insupportable, Caro puis moi, on va peut-être aller le voir au cinéma. En fait, c'est important d'aller voir ces films-là parce que ça donne un message à Hollywood que les films 2D, c'est encore pertinent. C'est un film qui a coûté très peu cher à produire. Fait que s'ils sont rentables, puis une grosse diffusion, ils sont dans 3000 salles. Fait que si les gens vont le voir, ça va peut-être en avoir plus. Ah, puis ça a l'air vraiment, vraiment drôle. Ouais, pour vrai, là. Ouais, j'avoue. OK, c'est fini. C'est tout. Wow! Et Grant Morrison revient au genre super-héros. Il va écrire pour Green Lantern à partir de novembre. Il va se concentrer sur Green Lantern comme étant un policier de l'espace. Donc, j'ai hâte de voir ça. Grant Morrison, qui est toujours le fun à lire. Et il y a aussi J. Willow Wilson, l'auteur de Miss Marvel, qui s'en va chez DC et il va écrire Wonder Woman. C'est cool, ça. Tu dis « il », c'est pas une fille? Excuse-moi. Elle va écrire pour Wonder Woman. Okay. Et il y a Kelly Sue DeConnick qui va écrire pour Aquaman. DC sont en train de tout voler le bon monde. Ouais, vraiment, là, c'est ça qui se passe. Là, mais fait que je pense que on dirait que ça tout ça, ça me tente de lire ça. Ah, si ça provoque des choses, tant mieux. Ouais. Wow! C'est ça. Avez-vous d'autres nouvelles? Ouais, moi j'en ai une petite. Est-ce que je peux la faire vite? Ouais. Dans un mois, la suite et la fin de l'Esprit du Camp arrive dans les librairies. Oh my God, déjà? Et ça s'intitule Tome 2. Et quand même. Préparez-vous. Ça va être encore très drôle, mais ça risque d'être très épeurant aussi. Et il y a des couleurs magiques. Caro? Magique? Oui. Et on vient juste d'approuver avant l'émission les épreuves de l'imprimeur et on se trouve vraiment bon, franchement, là, on se trouve vraiment bon. Je suis désolé, ça fait 2 émissions que je fais c'est même pas des blagues, là. On regarde les épreuves, on est comme, est-ce que c'est beau? Je suis pas en train de dire que mon dessin est beau, moi c'est genre, je check les couleurs à Caro, j'étais comme, ok, j'aurais jamais pu avoir de meilleures couleurs et vice versa. Ben non, elle me dit pas, je dessine bien, fait qu'il faut que je compense. Vous êtes fiers de votre projet. Pour vrai, j'ai jamais été aussi fier, puis ma mission, c'était... Tu sais, j'ai eu beaucoup de séries qui ont été coupées au courant de ma carrière. Okay. Et pour diverses raisons. Et là, dans le tome 2, je vous jure, il n'y a rien en suspens. Vous avez des réponses à toutes. Et je pense que ça va être encore même plus drôle que le 1, même s'il va y avoir beaucoup de tension et de drame à l'horizon. Et peut-être des jeunes et plus vieux lecteurs qui vont avoir un peu la frousse. OK. Ouais. Je t'aurais excité. On va sûrement annoncer un lancement à un endroit encore inconnu, mais on va faire wink, wink. On va faire un lancement éventuellement, puis on va essayer de tenir les gens au courant. Ce serait le fun que les gens viennent nous voir. On va être torse nu. Ouais. C'est vrai? Mon plan. Tabarnouche. OK. Ça me tente. J'aurais aimé que tu mettes le wow. Oui, j'aurais dû. On va être torse nu. Yeah! Est-ce que vous autres, vous avez quelque chose? Moi, j'ai rien qui va topper ça. Fait que... Ouais, non, moi, je pense qu'on peut arrêter ça. Là. OK. Moi, avant qu'on parle du film, je veux juste vous dire que j'ai écouté un autre trailer érotique cette semaine. Ça s'appelle Animal Instinct. Et c'est le premier d'une trilogie. Donc, j'aime tellement pas le titre pour du cul. Je vais essayer de... J'ai pas pris de notes, là. Je vais essayer d'en parler comme ça. Freestyle. Je sais que c'est réalisé par un gars qui s'appelle Gregory Dark, qui a réalisé, entre autres, Ondes lascives, auquel j'ai parlé il y a quelques semaines. Là, ça met en vedette Shannon Weary.
En fait, souvent dans le monde des films thriller érotiques, t'as 2 Shannon. T'as Shannon Tweed, et là t'as Shannon Weary, qui est une Rousse, qui en a fait vraiment beaucoup, et dont avec ce réalisateur-là, elle a fait beaucoup de films. Dans ce film-là, l'histoire, c'est un policier et sa femme. C'est un couple. Ça va pas super bien. C'est pas clair pourquoi. Je pense que le gars, il est comme un peu... Il se cherche un peu sexuellement. Puis elle est comme un peu après, puis elle est pas satisfaite. Mais là, à un moment donné, le policier, il voit au poste de police un autre de ses policiers qui couche avec une prostituée. Et là, il devient un voyeur. Et là, il est excité par ça. Fait que là, il en parle à sa femme. C'est l'uniforme. Il en parle à sa femme, puis là, sa femme, elle dit « Ah, ouais, ce serait cool. Puis moi, j'ai le goût de coucher avec d'autres mondes, genre des avocats, puis des docteurs. » Puis là, il décide de mettre des caméras dans la chambre à coucher pour filmer les ébats de sa femme. Donc, parce que ça l'excite. Fait que là, il y a plusieurs personnes qui viennent. Dans plusieurs sens. Puis là, à un moment donné, ils sont comme pognés dans un... parce que c'est ça, à cause qu'elle fait ça, le gars qui travaille au bar de stripteaseuse perd la business, d'une certaine façon. Ben, c'est évident. Fait qu'il est gagne! Fait qu'il est fâché. Le gars qui le genre de gérant du club, c'est David Carradine. Puis là, il veut les voir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, il force un peu à arnaquer le boss de la police. Fait que le boss de la police couche avec la femme du policier. Puis là, ils ont une cassette avec des preuves comme « Hey, il couche avec une prostituée. » Mais tu sais, c'est sa femme, c'est weird. Non, mais on s'entend que... Pendant ce temps-là, il y a aussi son partenaire au gars qui couche aussi avec sa femme. Ils n'ont pas de crime à résoudre. Ils n'ont rien d'autre à faire. C'est que dans ces univers-là, tu règles tout par le cul. Ouais. Oh my God. Hey, j'ai faim. On baise. Ouais. C'est pas mal ça. Puis là, à la fin, et c'est que le film est dit en flashback, parce que la fille raconte l'histoire à quelqu'un. On sait pas c'est qui. Souvent dans ces films-là, c'est souvent une fille qui raconte ses problèmes à un ou une psychologue. Ouais. Ça fait très Bleu Nuit en te parlant en flashback dans les films de ça. cul. Sauf que là, on apprend à la fin que non, elle parle à une journaliste de télé parce que David Carradine est arrivé dans leur maison pour les tuer parce qu'il y avait la cassette, puis il voulait juste la cassette, puis pas donner l'argent. Puis là, finalement, c'est elle qui sauve son chum en pointant un gun vers David Carradine. Puis là, la police arrive, puis il se fait arrêter. Il se passe pas grand-chose. Puis en plus, sur la pochette, ça disait qu'il va y avoir de la violence extrême, puis du sexe. Finalement, il y a comme un peu de sexe, puis pas de violence du tout. J'aimerais que tu nous dises où est l'instinct animal. Parce que il faut que ça soit plus que baiser. Là. C'est qu'elle baise avec de la petite musique de jungle. Oh, mon Dieu! Il faudrait pas que mes parents entendent ça. Hein? Fait que, la toune du Roi Lion, là? Un peu. C'est un peu ça. Il manquait une couple de phrases ou de chants, mais... Les bruits de grenouilles, tu vois, les temps, mais c'est ça. Puis... Hakuna Matata. Sauf que je le regardais avec mes amis avec qui on fait ça, puis on trouvait que le film était bien filmé, par exemple. Ouais. Puis là, j'ai checké, et c'est le gars qui est devenu le directeur photo de Christopher Nolan. Donc, il a fait Dark Knight, puis les Inceptions de ce monde. Comme quoi, on commence tout à quelque part. C'est ça. C'est comme jamais refuser un contrat de cul. Et voilà. C'est comme le directeur photo qui a fait le film de Vanilla Ice, Cool as Ice, est devenu le directeur photo de La Liste de Schindler. Oh my God. Fait qu'on commence tout à quelque part. Quand même faire un jeu de mots cool as... non, c'est que... Fait que c'est ça. Je n'ai juste écouté un. On se replonge tranquillement là-dedans. Parce que je n'ai écouté un autre qui était On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Oui, tu m'en parlais. Mais c'est plus un film de plage avec... je veux pas en parler. Okay. C'est pas le fun. On a le droit dans une vie de voir un seul film avec le titre Saint-Tropez. Moi, j'ai vu les gendarmes. Ouais, les gendarmes. Ben, moi, j'essaie de toutes les voir, en fait. Ah, ok. Ben, il y en a beaucoup.
Je vois que tu vas dans le Brigade de mœurs à Saint-Tropez, ou Les Branchés de Saint-Tropez, ou Deux Enfoirés à Saint-Tropez. Il y en a beaucoup. Do you, Saint-Tropez. Tu me l'as volé. Ah, désolé. Fait que c'est ça. Ça vous tente-tu qu'on parle de Buckaroo Banzai? Oui. Je sais que Laurent doit partir parce qu'il... Ah, tu restes? Ben non, j'ai pas vu le film. C'est ça, t'as pas vu le film. Puis tu t'en vas voir les Beach Boys. Ouais. Donc, on va te laisser partir. Et bye. nous autres, on revient. On se voit tantôt. Ciao. Ciao. Ben, ciao. On se revoit tantôt. Ah, bye. Et on est de retour, deuxième partie de l'émission, et aujourd'hui on parle d'un film très culte des années 80, The Adventure of Buckaroo Banzai Across the Eight Dimensions, film de 1984. Là, avant qu'on se lance dans l'histoire et tout, je vais juste vous dire qui a travaillé là-dessus, parce que ça va nous aider un petit peu, parce que c'est un film très dense en information. En tout cas, vous allez voir. C'est réalisé par un certain W.D. Richer, qui c'est un des deux films qu'il a réalisé. Mais il a écrit beaucoup de films, dont Invasion of the Body Snatcher, le remake de 78. Il a écrit Big Trouble in Little China, de John Carpenter. Et il a aussi écrit Stealth, le film de 2005 où un avion devient intelligent. Oh mon Dieu, je sais c'est quoi. J'aurais tellement aimé que ça soit le film qui a passé inaperçu. Mais c'est écrit aussi par un certain Earl McRouch, qui a écrit un film, entre autres, qui s'appelle Wired, ce qui est un film sur le fantôme de John Belushi. Qui regarde sa vie, en tout cas c'est pas clair. Et il a aussi écrit New York, film de Scorsese, la comédie musicale avec Liza Minnelli. Et ça met en vedette Peter Weller, qu'on connaît surtout pour Robocop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'autres choses que Robocop. Oui, il a fait un gros là. Il a fait Naked Lunch. J'avais dit un gros là. C'est bon. En tout cas. Il y a aussi John Lithgow, qui était le père dans Third Rock from the Sun, le père extraterrestre. Il a fait 10 000 affaires. Je pense que c'est un des acteurs qui a la plus grosse carrière dans tout ça. Oui, vraiment. Il a fait aussi Dexter. Ouais. Il a joué dans Cliffhanger avec Stallone. Il jouait le méchant. Dans ce film-là, il joue le docteur Emilio Lizardo, aussi connu sous le nom de Lord John Warfin. En tout cas, on reviendra sur tout ça. Il y a aussi Ellen Barkin qui a joué dans Down by Law et Johnny Bellegueule qui joue le personnage de Penny Pretty. Il y a notre Jeff Goldblum, qui est une vedette de l'Internet et de la vie, qui joue un personnage qui s'appelle New Jersey. Il y a aussi Christopher Lloyd, connu sous Doc Brown surtout. Et il y a plein d'autres personnages, plein d'autres on voit des visages connus partout dans ce film. Ou tu sais, du monde que je sais pas son nom, mais je l'ai vu dans d'autres choses. Mais je pense que c'est le film qui a le plus passé inaperçu avec le plus de stars que j'ai vu de ma vie. J'avoue. C'est quand même une belle brochette. Et là, je vais essayer de vous résumer cette affaire-là. Je peux te dire de quoi avant? Oui. Moi, sérieusement, plus que je pensais à notre venue au Mystérieux, j'ai fait comme... Je suis persuadé qu'on est dans la 8e dimension. Penses-tu? Ouais. D'abord, on a l'animateur des Mystérieux, Simon Chénier, qui fait bien sûr maintenant un podcast de mauvais films. Et de films douteux. C'est pas mauvais. Non, mais on s'entend que un vieux film, non, c'est pas mauvais, j'ai adoré, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est un film qui sort un peu qui est très champ gauche. Donc, Les Mystérieux, avec Simon, qu'on parle surtout de cinéma, notre spécialiste de l'animé et de tout ce qui touche à le IMO. Oui, ben écoute, c'est comme tu veux. Et moi, la grande reine de service, qui dit des affaires et fait des choses. Oui.
et c'est moi qui vais être full-fledged un jour. On est comme la version parallèle. En ce moment, il y a un autre podcast des Mystérieux qui s'enregistre. J'aimerais saluer dans l'univers 3, Gauthier, Benoît, c'est Mercier son nom de famille, hein? Oui. Et Jacques Dionne. Oui. Bonjour à tous. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi dans l'autre dimension? Je crois que tu es mort. Ah, ok, ouais. Toi, t'as réussi c'est moi qui ai ouvert la porte. La porte avec mon... comment il appelle ça déjà? Le Oscillation Overthruster. T'as réussi à t'en souvenir? Ouais. Ben, en fait, je l'ai devant moi. C'est vrai. Wow. Fait que, OK. Là, je vais essayer de résumer ce qui se passe. Puis, suivez-moi. Ça sera pas facile. Je vais essayer ça. Donc, Buckaroo Banzai est un Américain, ou plutôt un Américain, moitié japonais, moitié américain, en fait. D'où le nom, Buckaroo Banzai. C'est un physicien nucléaire, un neurochirurgien aussi. C'est aussi un courseur automobile, une rockstar, un philosophe et un héros de bande dessinée. Un investigateur aussi. Oui. Et il est entouré de son band, qui est aussi des collègues scientifiques qui sont aussi une brigade contre le crime. Qui s'appelle les Hong Kong Chevaliers ou Cavaliers. T'as oublié que c'est un samouraï aussi, parce qu'on voit très bien qu'il y a son dojo dans sa vanne, à côté du laboratoire chimique. Parce qu'ils se promènent dans une vanne de tournée avec leur nom, Buckaroo Banzai and the Hong Kong Cavaliers, qui est aussi leur laboratoire portatif, qui est aussi leur maison. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Dans son team, il y a entre autres le personnage de Perfect Tommy. Il y a New Jersey, qui est Jeff Goldblum. Il y a aussi Rawhide, qui est Clancy Brown, qui est un gars qui fait beaucoup de voice acting, dont c'était lui la voix de Lex Luthor dans toutes les cartoons de Superman. Et là, ce qui arrive, c'est que lui et son team en fait... Buckaroo Banzai est dans un véhicule. Le film commence, puis là, on n'a aucune idée de ce qui se passe parce qu'on est vraiment lancé comme dans l'histoire, comme si... Il n'y a rien qui est expliqué. Et là, il est dans sa voiture qui est un genre de... pensez à la DeLorean, mais un peu avant, parce que le film est sorti... Un an avant. Ouais, c'est ça, un an avant. Il y a son Oscillation Overthruster, qui est comme le flux capacitor. Ou le convecteur temporel. Ouais, j'aurais dû le dire en français. Qui le met à peu près à la même place dans son camion. Et là, avec ça, il passe à travers une montagne. Et dans la montagne, en fait, il passe dans la 8e dimension. Et là, ça veut dire qu'il ouvre une porte vers la 8e dimension. Dans une séquence animée que je mettrais en fond d'écran sur repeat, si j'avais la chance. C'est vraiment trippy. Oui, vraiment. On dirait qu'on ne sait pas trop si c'est en 3D ou si c'est juste un effet de caméra. Ah, tu le prends puis tu poses pas de questions. Et là, en faisant ça, il ouvre une porte, ce qui réveille un ancien collaborateur de son père, qui est un scientifique italien, qui est monsieur le docteur Lizardo. Non, il est pas russe? Non, c'était italien. Ah, OK, il a raté son accent, c'est tout. Tu vas voir, j'ai des anecdotes sur son accent. Okay. Et ça, ça le réveille, et là, on se rend compte que lui, il est comme possédé, ou en tout cas, c'est une autre créature d'une autre dimension qui est dans son corps et qui là, on a ouvert une porte, je vais pouvoir enfin retourner dans mon monde. Il attend. C'est ça, il attend. Et c'est ça, lui, il vient d'une race une race soit extraterrestre ou juste d'une autre dimension ou d'une autre planète. Extradimensionnelle planétaire. Il s'appelle c'est la 10e planète de la 8e dimension. Exactement. Et il appelle ça les Red Lectroids. C'est ça? Ouais, Lectroids. Qui sont... c'est ça, eux, ils sont pris ici, sur la planète Terre, depuis... Oui. C'est compliqué, je ne peux pas l'expliquer très, très facilement. Qui sont pris ici depuis la diffusion du message de Orson Welles sur le War of the World. Mais tout prend son sens. Finalement, c'était vraiment arrivé qu'il y avait des extraterrestres qui étaient là. Et eux, en fait, Buckaroo Banzai et son team se font avertir par, entre autres, le président, mais aussi un hologramme
par les Black Letroids, Ouais. qui sont les gentils, si on veut, de cette race-là. Ceux qui sont encore dans leur planète, sur leur dimension. C'est ça qu'on a compris. Parce que les Reds veulent reprendre le pouvoir et ils sont très violents. Et là, les Blacks veulent utiliser... les Black Letroids veulent utiliser Buckaroo Banzai et son team pour empêcher le Dr Lizardo et son team qui s'appellent tous John quelque chose. Ouais. de passer à travers la porte, ou le porte dimensionnelle. Et pour ça, les Black Letroids arrivent et prennent l'apparence de Jamaïcains avec des dreads pour aider Buckaroo Banzai. Presque pas caricatural. Effectivement. Et il y a, entre autres, avec tout ça, ce qui se passe, il y a aussi Buckaroo Banzai qui rencontre Petey Priddy pendant un spectacle. Ouais. Et il tombe un peu en amour avec parce que c'est la jumelle perdue de son ex-femme qui est décédée. Ouais. Et en plus de ça, il y a aussi les Blue Blazer Regulars qui sont une sous-fraction de l'équipe de Buckaroo Banzai qui va l'aider à faire tout ce qui se passe. En tout cas. Ben, je pense que t'es même pas obligé de parler de l'intrigue puis comment ça se conclut parce que je pense qu'on a déjà beaucoup d'informations. Ouais, c'est ça. Mais bon, comme vous voyez, c'est quelque chose de complexe. Mais tout ça est présenté tranquillement dans le film. Je sais plus comment commencer. Là. OK. Est-ce que... OK, on se lance. Là, on a un peu la base de l'histoire. Ouais. Mais c'est tellement plus que ça. Ben, écoute, si je peux résumer l'intrigue, là, comme faire un petit... une espèce de petit survol de tout ça. On pourrait le faire chacun, puis ça se ressemblerait pas. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai retenu qu'il y avait 2 saxophones sur le même gars. Là. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de saxophones. Mais en tout cas, tu vois, on est toujours distrait. On pense toujours à des choses, on est distrait par tout ce qu'il y avait dans le film. Mais c'est ça. C'est un gars qui est comme le chef de ses Power Rangers. Ouais. Il hang out avec des gars cool, puis c'est des justiciers, là, en plus d'être des scientifiques puis tout, là, mais sont vraiment des justiciers dans le sens cartoon du thème. C'est qu'ils n'ont aucune autre occupation que de maintenir la paix sur la Terre. Ils ont une ligne directe avec le président. C'est impossible. Il faut vraiment voir ce film-là comme un gros cartoon. Ouais. Mais des années 80, avec toute la vibe. Puis ils ont accès à une technologie infinie. Ils sont tous beaucoup trop compétents. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, il y a des extraterrestres. Ouais. Puis là, il faut qu'ils empêchent des extraterrestres de faire quelque chose, mais après ça, on s'en crisse. Mais parce que chacun des éléments pourrait faire un film. Ouais. Mais là, t'as un gros film avec tous ces éléments-là. Ce qui peut être... ça peut turner off du monde. Moi, ça me parle. Ben, c'est vraiment une zone particulière. Moi, vous êtes rendu compte que je me suis un peu endormi à la fin parce qu'on était trop dans l'intrigue. Quand on l'a écouté. Ouais. Quand on l'a écouté. Ouais. Et il y avait différentes raisons, outre le fait que je faisais un peu d'angoisse à cause de la brosse d'avant-hier. Mais non, c'est que c'est tellement over the top qu'en plus, quand ils nous rajoutent trop l'intrigue puis qu'il faut trop faire le dénouement, tout ça, j'en avais même plus besoin d'intrigue. Je voulais voir plus de saxophones toujours sur le même gars. Je voulais voir des guns, n'importe quoi. Pour vrai, c'est un stimuli constant. Et il faut expliquer que le film se prend pas au sérieux. Non. Mais vu l'époque, je pense qu'on pense aussi que les réalisateurs, les écrivains, savaient ce qu'ils faisaient, mais n'ont pas été capables de miser comme il faut sur le ton, un peu comme Batman des années 60, pour que vraiment monsieur, madame, tout le monde fasse comme, évidemment, c'est ça, Buckaroo Banzai. Okay. Je pense que c'est interprétable, les gens peuvent juste faire, ah, c'est fucking... C'est quand même très drôle, il y a beaucoup de places qu'on a ri, et on riait pas du film, on riait parce que les gags étaient bons. Ouais, mais je pense que aussi l'humour est à cause des situations. Tu sais, c'est pas comme ils disent des jokes, c'est vraiment comme t'as une réplique qui est dit à un premier niveau, mais dans son contexte, tu fais comme... Ah, ben c'est niaiseux, tu sais, ça n'a aucun sens. Le film respecte son ton d'un bout à l'autre, et le film est conscient que c'est un film. Tout le monde est conscient d'être dans un film jusqu'à un certain point. Tu sais, pour vrai, c'est un bonbon. Je pense qu'on peut vite faire une saturation parce que c'est too much. Ce film-là,
clairement, il n'y a pas eu de tri. Ils ont fait un jet. Ils ont fait peut-être 28 jets, mais ils ont juste fait d'en rajouter au lieu de faire un clean-up. Mais moi, je pense, plus j'y pensais, plus je me suis rendu compte que c'est à cause des films comme ça. Puis c'est pas le seul, mais je pense que c'est le plus emblématique dans ce style-là. Ouais. C'est à cause de ces films-là qu'aujourd'hui, on a des Dirk Gently, qu'on a même des Guardians of the Galaxy, des Thor Ragnarok. On va chercher des éléments à cette heure. On fait des choses beaucoup plus simples parce que là, c'est juste rajouter du n'importe quoi. Avec une bonne histoire, on rajoute des éléments capotés puis on bâtit autour de ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bébés de nos jours de ces films-là. Ouais, clairement. Ouais. Moi, j'avais l'impression... excuse-moi. Non, vas-y. Moi, j'avais l'impression de regarder... comment je dirais bien ça? C'est comme si on faisait un cartoon sur les années 80, puis on en faisait un live action, ça serait ça. Okay. Tout, c'est tellement l'essence de cette époque-là. Ouais. C'est tellement... Mais tu sais, plus... Tu peux regarder un film legit des années 80 et te dire, OK, je reconnais l'époque, c'est daté, je suis capable de reconnaître les tropes, les environnements, l'éclairage aussi. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans ces films-là. Mais celui-là, c'est comme si on avait pris tout ça puis on l'avait condensé. Puis on avait refait un espèce d'autre film après qui prenait juste les codes de ça. Puis moi c'était les designs les décors. Les décors, mais aussi les costumes. Les costumes étaient hallucinants. Pour vrai, quand Jeff Goldblum arrive en cow-boy rouge, un cow-boy de ville, hein, pas un cow-boy de campagne d'il y a 150 ans, c'est fabuleux. Avec des gros chaps là, sur ses jambes. Non, ça devrait être ridicule, mais parce que le film est ce film-là, et parce que c'est Jeff Goldblum, t'as le goût d'avoir un poster avec ce cowboy-là. Puis la shot est parfaite, là. Ah, c'est vraiment... Je pense que peut-être les gens s'imaginent que ce film-là, c'est une grosse bouse, qu'on voit rien. Vraiment pas. Moi, j'ai été tellement surprise. Le film est magnifique. La direction photo, on n'a pas arrêté d'en parler. Ouais. Pas tout le temps. Il y a des moments qui c'était pizza, mais quand le film se posait, puis qu'il jouait plus ses ambiances, c'était... Mais ça, c'est expliqué parce que pendant le tournage, le premier directeur photo a été remplacé par un autre. Le premier, qui est, je me souviens plus de son nom, mais c'est le gars qui a fait la direction photo de Blade Runner. Et voilà. Puis là, toute la scène dans le bar, qu'on trouvait que c'était magnifique, mais c'est lui. Ouais. Tandis que plus tard, dans le film, ça devient un peu comme correct. Ouais. Puis c'est un autre qui a fait plus des films de guerre. Ça passait de Blade Runner à genre Howard the Duck, un peu. Un peu. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, mais c'est ça, puis c'est de valeur parce que si ça avait gardé toute cette photo-là, ça aurait été encore plus merveilleux. Ben, je pense que c'est ça qui est compliqué en plus, c'est que tu sais, je veux dire, les bons directeurs photos, ça existe depuis le début du cinéma. Là. Tu peux voir des chefs-d'œuvre des années 50, mais avec des sujets autant dans science-fiction, puis tu sais, vraiment pas facile. Hein? Ils essayent jamais de simplifier presque, sauf quand l'hologramme explique tout pour le... Ben, avec les moyens de l'époque, en jouant avec les styles et ce sujet difficile-là, c'était vraiment, un pari difficile. Je pense que de faire le même film en dépoussiérant un petit peu le scénario, avec les effets d'aujourd'hui, on pourrait faire carrément un chef-d'œuvre qui est plus drôle, mais tu sais, c'est un film qui se refait pas. On ne touche pas à ça, mais ça serait facile de faire un très, très, très bon film aujourd'hui. Ben, je pense que Guardian, c'est ça, pratiquement. Tu sais, quand on passait le premier trailer, je pense même pas, avant, quand Marvel a annoncé qu'elle allait faire ce film-là, tout le monde, la réaction de tout le monde, c'était comme « What the fuck? » Parce que Guardian, on a oublié, mais ça se tient pas debout quand t'entends ça, quand tu lis ça sur papier. Fait que c'est pour ça que je fais un peu l'analogie entre les deux. Il y en a une à faire. Il y aurait vraiment de quoi faire une super bonne comédie d'action, mais ça serait une comédie. On n'a rien en regardant Buckaroo Banzai parce que c'était plus des what the fuck. T'es mis devant des faits établis, comme il ouvre la porte, il y a un dojo dans son autobus de tournée. Est-ce que tu es supposé trouver ça comédique? Ben, le personnage est tellement cool que, il fait son salut en kimono. Tu sais, c'est comme, il y a tellement de concepts qui sont ni queue ni tête. Il faut expliquer vite, parce que je pense que Simon a quand même expliqué bien, en gros, c'était quoi le film. Mais il a sauté beaucoup d'étapes. Je ne veux pas raconter le film encore, mais juste expliquer l'intro du début, qu'il n'y a aucun dialogue.
presque. Ouais. Il y a personne qui se parle, ça dure à peu près 15 minutes et on passe de... Il y a des dialogues, mais c'est des trucs scientifiques. Ouais, mais les gens ne se parlent pas vraiment entre eux. Là, Et donc, ça commence que Bucaro fait une opération dans un cerveau et ensuite, il prend l'hélicoptère qui chauffe lui-même pour atterrir, pour aller tout de suite dans son véhicule pour voyager à travers la matière. Ouais. Et il fait le premier essai et bien sûr, à moitié de sa course, qui dépasse, en passant, il dépasse la vitesse du son. Il dépasse la vitesse du son. Ben, il décide que, vu que c'est Bucaro Banzai, ben, il dérive de sa route puis il part en cow-boy. Et bien sûr, il passe à travers... une montagne complète, voit des extraterrestres, en frappe un, ramasse un cerveau, va l'analyser, et le soir même, il va jouer avec son groupe de musique et rencontrer dans la salle, il se rend compte qu'il y a une fille triste parce qu'il y a un super pouvoir de se rendre compte qu'il y a une personne. C'est malade, cette scène-là. Et là, il arrête le show. Il arrête le show pour la fille, puis il commence à dire qu'est-ce qui se passe, puis je vais me suicider, tatati. Puis là, il joue une tune au piano pour elle. Ouais. Puis pendant qu'il ne regarde pas parce qu'il est trop dedans, c'est un musicien, elle sort un gun puis elle essaye de se suicider. Et là, tout le monde sort des guns pour tirer sur du monde. Ouais, tous les membres du band sortent des guns pour viser vers le coup de gun qu'on vient d'entendre. Fin de l'acte 1. Je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de dialogue avant ça. Puis il n'y a pas d'histoire jusqu'à là. Non. Puis là, l'intrigue va commencer après. Ouais. Tout ça. Puis il faut aussi noter qu'à chaque fois qu'il y a qu'une mise en place d'une scène, les gens posent. C'est des mannequins. Ouais. C'est jamais casual. Ils sont toujours en train de montrer leur meilleur côté. Comme si c'était des... C'est des personnages de c'est des super-héros. C'est des super-héros. C'est des super-héros, mais aussi pas des vignettes, des icônes de la mode en même temps. Ouais. Il y a Perfect Tommy. Il y a Perfect Tommy qui est dans le band. Qui est parfait. Ouais. C'est, en passant au niveau de visuel, il faut préciser que c'est un film qui est complètement pas féministe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bon rôle pour une femme là-dedans. Ouais, ça c'est sûr que c'est... C'est un petit peu... mais ça compense, les hommes sont pas mal tous androgynes et maquillés, mais c'est vraiment un trip de petit gars et un trip de gars. Ouais. Mais c'est fidèle à ces années-là aussi. Mais Gauthier l'avait très bien souligné quand, à un moment donné, une scène commence, puis sont juste en back-scène de leur... Puis on n'est jamais... C'est jamais annoncé qu'ils sont tous un band. Tu l'apprends en même temps que tout le monde. Ah oui. Fait que c'est une évidence. Oui, la caméra, le premier plan, sont tous là, mais ils sont en train de se placer les cheveux. Il manque juste une fan qui fait de la boucane. C'est comme si tu t'arrivais, si t'es surprenais en train de faire quoi que ce soit, il serait tout le temps fabulous. C'est sûr ils sont aux toilettes, puis c'est comme, oh non, mais ils sont super bien mis. Même le dude qui meurt, il est beau quand il meurt, puis les autres sont pas tristes. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, puis ils sont tellement professionnels que non, ils savaient dans quoi ils étaient. Ils disent pas ça. Ils savaient dans quoi c'était quoi sa mission. Non, c'est évident. Tout est évident dans Bucaro Banzai. Je trouve que c'est comme la force du film, c'est que tu rentres dans un univers. Puis il y a des affaires établies, mais c'est pas important que tu le saches. Puis tu catches, plus le film avance, que Bucaro Banzai, dans cet univers-là, c'est une vedette d'une bande dessinée aussi. Puis tout le monde le connaît. Il y a du monde à sa porte, comme des fans qui sont là. Il y a des chasseurs redneck au plein milieu de la plaine qui parlent de la BD, puis du dernier numéro, tout le monde lit ça. Là. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de magnifique, puis je pense que je dirais que c'est un film c'est un film d'art nerd, ou geek plutôt. C'est vraiment comme toutes les tropes de bande dessinée qui sont comme garochées là-dedans. Puis, le film a été un flop, mais la publicité, le studio ne savait aucunement comment comment vendre le film, même qu'il y a Peter Weller qui a dit en entrevue qu'ils sont venus le voir, lui, pour lui dire comment tu vendrais ce film-là. Puis il ne savait pas. Mais sauf que c'est ça, la pub a été mise comme dans... Ils ont fait des flyers pour des conventions de Star Trek, parce que c'était le public visé. Il y avait des pubs dans les magazines de Marvel, dans les BD de Marvel. Mais tu sais, à part ça, ils n'ont pas fait de grosses annonces, puis ça jouait un peu nulle part. Même le trailer est un petit peu misleading. Ouais. Ben moi, je pense qu'en plus que c'est une des affaires les plus capotées que j'ai vues, à l'époque, ça ressemblait à rien. Tu pouvais même pas dire, hey, ça... Non.
ça ressemble à Buckaroo Banzai. Ouais. Où ça mélange tout. Le même Karate Kid, les Ninja Turtles, le Police Academy. Ouais. Mais moi, je trouve ça très drôle parce que le film est sorti en 84, un an avant Back to the Future. Et t'as clairement un véhicule que aussitôt qu'on le voit, on fait comme, mon Dieu, c'est la DeLorean, mais avec un autre modèle. Et celle-là voyage pas à travers le temps, mais à travers les univers. Et bien sûr, il faut qu'elle aille très vite pour réussir son coup. Il y a l'équivalent du convecteur temporel patati patata. D'ailleurs, c'est le même producteur. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Et il y a Christopher Lloyd aussi, mais je pense pas que c'est comme une copie. Mais c'est plus comme une bonne idée. Moi, je pense que c'était dans l'air du temps parce que c'est des symboles beaucoup... Tu sais, dans les années 80, c'était le genre de choses que probablement j'aurais écrit moi aussi. Mais ce qui est quand même drôle, c'est de voir que quand il part en voiture puis qu'il réussit à traverser les univers puis il en sort de soi-même, il va faire un solo de guitare sur un stage, de guitare électrique. Et c'est vraiment... Tu sais, les années 80, c'était comme... La guitare électrique, là, c'était quelque chose dans les années 80. Moi, je rêvais... Ça et le saxophone. Le sax, c'était le déclin du sax. C'était les dernières bonnes années. Ah, mais tu sais, des années 80, les solos étaient souvent faits par des saxophones. Mais tu sais, la guitare allait monter alors que le saxophone allait disparaître. Et bien sûr, après qu'on voit Christopher Lloyd, c'est comme, OK, shit, il y a vraiment beaucoup de choses... le personnage de Christopher Lloyd, qui est un des méchants c'est quoi déjà son nom? C'est John? John Big Booty. Mais il arrête pas le personnage de John Lithgow, le docteur Lizardo, je crois, arrête pas de l'appeler Big Booty. Booty, ouais. Puis, j'aime quand à un moment donné, il est tellement écœuré de se faire appeler Big Booty plutôt que Big Booty qu'il fait un fuck you. Oui, mais c'est... à John Lithgow, puis... je trouve ça magnifique, tu sais. Ce film-là... Des extraterrestres qui se font des fingers puis qui sont susceptibles sur leur nom de terrien. Oui. J'adore ça, là. Puis... Non, il y a vraiment des bonnes choses dans ce film-là. Là. C'est juste que je pense que dans une semaine, on en reparlerait. Toi, tu l'avais déjà vu. Moi, je l'avais vu des passages quand j'étais enfant parce que clairement, il y a des scènes qui me rappelaient des choses, mais... Je pense que si je t'en reparlais dans une semaine, je dirais encore des nouvelles choses, j'aurais des nouvelles idées. C'est ça. Tu vois, moi, je l'ai réécouté, puis c'est peut-être la 4e fois que je le vois. Ouais. Puis j'ai encore vu d'autres nouvelles affaires. Puis il faut préciser aussi, il y a tellement de détails. Genre, il n'y a rien qui est laissé. Genre, on a pris une boîte comme ça parce qu'on ne savait pas. Non, il y a des écritures partout, les plaques de char, les publicités, tout est pensé en fonction de l'univers de Buckaroo Banzai. Même le cover de la BD est magnifique. C'est comme si le film avait été dessiné. Ouais. C'est vraiment le niveau de soin au décor. Puis, tu sais, ils mettent en place une science-fiction de rebut. Tu sais, c'est vraiment c'est des décors faits avec des vidanges essentiellement, mais ça marche parce que le 3e acte se passe presque au complet dans une usine / entrepôt. Ouais, que les méchants extraterrestres. C'est comme le squat des méchants extraterrestres ou ce qu'ils construisent dans le vaisseau. Puis ça, dit en passant, le matte painting du vaisseau m'a fait un peu reculer. J'étais comme, quand même, c'est bien, c'est de la bonne sci-fi. Mais je sais pas, moi tout ce qui me passait en tête en écoutant ça, c'est du Terry Gilliam, mais sur la coke. Sur la coke, sur l'acide. Tous les décors sont chambranlants, tout a l'air d'être un peu... d'avoir été tapés ensemble, même le vaisseau, c'est des espèces c'est tout est rabouté, c'est le paradis du dock de ventilation mou, là, un peu comme à la Brésil. La technologie, ils se mettent des masques en bubble wrap. Pour regarder l'hologramme. C'est sérieux, là, ils sont comme, mettez cette pièce de technologie. Puis ils le remettent souvent, là, 2, 3 fois. Puis... Non, mais ça, je pense que c'est la pièce de costume qui m'a le plus tanné du film. C'était pas très beau. Mais moi, ce que j'ai aimé, cette scène-là, puis ça témoigne de l'univers un peu, c'est pendant qu'ils sont en train de regarder l'hologramme avec ces lunettes-là, il y a genre la secrétaire qui rentre, puis là, excusez, puis là, mets ça sur tes yeux pour voir l'hologramme. Puis c'est comme, je trouve c'est naturel comme ce qui se passe, tu sais. Ben, quand on disait que tout est déjà établi puis ça existe pour vrai, je pense, ça se pourrait que finalement on est en train de parler d'un documentaire. Mais tu sais, il n'y a jamais personne qui s'énerve devant le fait qu'il y a un des extraterrestres. Il y a 2 chasseurs qui voient un vaisseau spatial s'écraser puis sont comme, c'est un gros canard. Ils shootent. Puis tu sais, même toute l'équipe de Buckaroo Banzai sont toujours d'un calme hallucinant. Tu sais,
C'est comme si c'était rien, là. Ils savent de quoi ils parlent. Ils passent de conférences de presse à show rock, à sauver l'univers, basically. Ouais. Puis c'est toujours comme, c'est notre job. C'est vrai parce que dans l'histoire, il faut qu'ils sauvent l'univers parce que s'ils ne retrouvent pas ou s'ils protègent pas l'objet, Overthruster, que si les méchants le pognent, ben les extraterrestres, les Black Lectroids, menacent d'accélérer la guerre froide, donc d'anéantir la planète Terre. Ouais. Donc ils menacent pour... Alors ils ont l'air quand même cool, mais c'est genre, tu sais, pour vrai, si vous aidez pas, on va vous anéantir. Ouais. Tu sais, c'est quelle belle leçon. Ben bon, il n'y a pas de leçon de vie, il n'y a aucune morale dans Buckaroo Banzai. Mais moi, on parlait, là, puis j'étais en train de me rendre compte, le film est sorti en 84, mais admettons, 3-4 années plus tard, j'avais genre 8-9 ans, et le film contient absolument toutes les affaires que j'aimais quand j'étais enfant. Okay. Fait que ça donne l'impression que soit qu'il y a une gang qui se sont réunis puis on dit qu'est-ce que les jeunes aiment, ou ils l'ont fait écrire par leurs neveux, nièces et enfants, puis ils ont fait c'est ça qu'ils aiment, on met tout ce style. Je pense que c'est l'auteur, dans le fond, qui tripait sur ces affaires. Ça se peut. Puis tu sais, c'est l'époque qui a eu beaucoup de choses comme ça. Tu sais, les Ninja Turtles, c'est pas mal proche de Buckaroo Banzai, là, quand tu y penses. Ouais, c'est ça. Ils ont 4 qualificatifs. Ouais. Ils sont jeunes. Ben, c'est des ados, c'est des ninjas, c'est des tortues, c'est des mutants. Ben après ça, ils vivent dans les égouts, ils aiment la pizza, ils sont un peu genre, tu sais, cool rad de l'époque. Il y a un rat qui leur enseigne la... Tu sais, je veux dire, ça arrête plus, là, cette zone-là d'absurdité. Mais aussi, Buckaroo Banzai, je pense qu'il est inspiré de Doc Savage. Doc Savage, qui est un genre de héros pulp, qui avait aussi son team... De genre... C'est vrai, ça fait très pulp. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un personnage pulp dans un univers 80. Ouais. Autant que ça aurait pu être une BD de Moebius. Ouais. Puis ça aurait passé... Tu sais, Moebius, c'est très sérieux. Puis tout est établi. C'est ça, la vie. Ouais. Ça aurait marché aussi. Mais c'est... Ouais. Mais il y a... En pulp, je le vois vraiment en passant. Là. Mais il y a Peter Weller qui disait qu'il a inspiré son personnage de... Buckaroo Banzai, il s'est inspiré de... Il voulait faire un mélange entre Jacques Cousteau puis Adam Ernst, puis Albert Einstein, genre. Aïe. Puis c'est un peu ça, tu sais. Ouais. C'est comme l'être parfait, mais très cool. Intelligent, c'est... Ouais. Moi, pour vrai, là, si, admettons, on me donnait un salaire pour 1 an, aucun problème de faire un roman graphique. Une BD de 100 pages de Buckaroo Banzai. J'ai carte blanche. J'ai aucun problème à respecter cet univers-là. Mais tu sais, je pousserais dans des directions juste un peu, mais ce serait formidable. Mais il y en a eu des bandes dessinées. Il y a eu une adaptation du film chez Marvel, un peu en même temps que le film, mais il y a aussi, je pense en 2006 à peu près, il y a un studio, je me souviens pas, je pense que c'est Moonstone Books, quelque chose de genre, qui a sorti des bandes dessinées. C'était écrit par l'auteur du film. Ah ouais. Dont un spécial de Noël qu'il faut que je trouve. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'auteur, il a travaillé là-dessus vraiment longtemps. Il a comme fait beaucoup de scripts de plusieurs histoires de Buckaroo Banzai, mais qui finissaient jamais. OK. Fait que, tu sais, dans sa tête, lui, cet univers-là, il existe. Ouais. Ah, ben ça, il l'a créé, là. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on s'est dit qui semblaient déjà établies dans cet univers-là que ça paraît qu'il connaît son univers. Je dirais que ce film-là est un must pour les geeks, puis pour les amateurs de cinéma, mais tu sais, qui veulent voir où il y a plein de choses qui ont il y a plein de films qui ont été inspirés de Buckaroo Banzai, directement ou pas. Comme j'ai vu la fin de Life Aquatic, c'est exactement la fin de ce film-là. C'est voulu par Wes Anderson. Il y a aussi, juste dans le Ready Player One, il y a un personnage qui s'en va m'emmener le personnage principal s'en va dans une date, puis il choisit un outfit qui est celui de Buckaroo Banzai. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je suis sûr que ça a eu une influence. Tu sais, j'imagine qu'à l'époque, là, t'es quelqu'un qui est très ouvert puis qui cherche des choses vraiment funky puis radicales. Là. Ben, en tout cas, radicales. Puis
t'es un fan de cinéma puis tu tombes là-dessus à 18-20 ans, là, tu devais faire « Oh my God, je vais créer de quoi dans ce style-là? » Tu sais, Tank Girl, ça a l'air de dériver de ça. Mais moi, je sais pas, c'est peut-être moi, mais moi, j'appelle vraiment ça de la sci-fi vidange. C'est du trash. Ça va c'est pas négatif, ce que tu dis. Non, c'est ça. Non. Mais c'est des décors faits avec des vidanges, c'est du linge complet. Parce qu'il faut que tu aies du linge. C'est du linge de friperie. C'est ça. C'est de la friperie, mais comme mise en scène. C'est vraiment comme se rouler dans un village des valeurs puis faire un film, tu sais. ça a vraiment influencé. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment un type de cinéma de cette période-là que moi, je me rends compte, m'a énormément influencé. Tu sais, tout le monde voulait avoir le repère du Foot Clan. Tu sais, le repère des Ninja Turtles, c'est des espèces de non-lieux qui sont peuplés de vieilles, des piles de télé, des arcades. C'est des espèces de dépotoirs des années 80 que c'est quelque chose que je trouve qui manque au cinéma, des décors, puis des mises en scène, puis des costumes garrochés. Puis même avec notre passion pour le cyberpunk, qui est allé mettre de la technologie là-dedans, on est en train d'un peu cleaner tout ça, tu sais. Je trouve qu'on est dans la sci-fi, très dans le propre, puis en fait... Pour rajouter un petit wacky. C'est ça, puis tu sais, Turbo Kid le faisait très bien, tu sais. L'entrepôt avec des feux dans un baril, là. Il y a quelque chose de tellement réconfortant là-dedans, tu sais. Le méchant qui a des gants pas de doigts, il n'y a plus personne qui fait ça, tu sais. Puis il garde tout le long. Moi, c'est comme... Le méchant, faut parler du méchant, qui est joué par John Lithgow, mais qui est tellement over the top... Il n'a pas joué son rôle à moitié. Il l'a joué comme si c'était le rôle de sa vie. Là. Puis c'est formidable parce que c'est là que tu fais « OK, il n'y a pas de doute. Ils sont très sérieux de vouloir faire ce film qui n'a aucun sens. » Et c'est merveilleux. Puis c'est ça, je checkais des entrevues avec les acteurs, puis ils disent tout comme « On a lu le script, on comprenait pas. » Mais c'est quand ils ont rencontré le réal puis l'auteur qu'ils ont fait « OK, genre, ils sont complètement fous, mais je veux embarquer. » Puis clairement, il a embarqué. Et l'anecdote qu'il a racontée, c'est parce que dans le générique, à la fin, c'est marqué John Lithgow, speech coach, ou quelque chose du genre, tu sais, la personne qui l'a aidé à faire son accent. Puis là, il y a un nom. John Lithgow, il dit c'est que c'est un gars qui a fait des costumes pour... c'est un genre de tailleur qui aidait pour des productions avec John Lithgow. Puis il s'est inspiré de son accent. Puis c'est un Italien, tu sais, mais qui avait un accent particulier. Puis c'est ça qu'il a essayé de refaire. Fait que c'est pour ça que c'est comme très cartoon, mais over the top. Puis c'est pas clair. De toute façon, vu que c'est un extraterrestre, finalement, ben ça peut justifier que l'accent n'est pas... c'est pas sa coche, là. Puis il fait comme des speeches à la Mussolini. C'est... avec son espèce de gros compte militaire de commandant. Gauthier Langevin, membre des Mystérieux de l'Univers 3, l'écoutait avec nous pendant qu'on était dans une brèche. Et Gauthier ne cessait de remettre le fait que John Lithgow est l'acteur de ce film et a aucun sens. Et j'approuve, c'est vraiment le cas. Il était beau à voir aller. Là. C'est vrai. Puis... c'est ça. On pourrait en parler vraiment longtemps. Est-ce que vous le recommandez? Ah oui, 100%. Mais tu sais, je le recommanderais jamais à ma mère ou mon père, mais si vous êtes capable de le savoir si c'est fait pour vous autres, après ce qu'on vient de dire, là, c'est pas un film facile. Non. C'est pas le film le plus difficile, mais c'est pas un film facile. Fait que si vous êtes ouvert à avoir plus de couleurs qu'il y en existe, écoutez. Des couleurs de la 8e dimension. Moi, je voulais juste dire, en fait, faire une dernière comparaison. Si Back to the Future avait pas été réalisé à un point tel de perfection qui est un des plus grands films de l'histoire, ben ça serait vraiment un Buckaroo Banzai. Je veux dire, tu fais juste le réaliser autrement, puis c'est un Buckaroo Banzai. Rien tient. Tu check Back to the Future, il n'y a rien qui se tient, mais c'est tellement fait beau, bon et tout que on le gobe Buckaroo et fait un petit peu plus à la friperie trash, comme dirait Caro. Mais c'est pas un mauvais film, puis il est pas mal fait pour autant. C'est juste que, dans ta gorge. Moi, je dirais que c'est comme... mais excuse. Non, vas-y. Je dirais que quand tu regardes ce film... Mettons, tu montres ce film-là à quelqu'un. Si cette personne-là aime pas ça,
on dirait que ça va me dire je peux moins bien m'entendre avec cette personne. C'est comme tu montres ça puis tu dis OK, je peux être son ami ou pas. Oui, parce que non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça montre où tu es dans ta maturité, ton ouverture d'esprit et ta position par rapport à la culture populaire. Effectivement. Moi, je serais pas prête à qualifier les gens selon qui aiment ou qui n'aiment pas. Des chambres à gaz pour ceux qui... Mais je pense que n'importe qui évolue dans le milieu geek ou qui a une moindre culture du film des années 80 et de la sci-fi se doit de voir ça si ce n'est que pour la photo, pour des plans que Gauthier a qualifiés de baroque, et j'étais comme, t'as trouvé le meilleur mot. Puis les dialogues aussi, qui sont... Ah oui, non, ils sont bien écrits. Ouais. En fait, c'est que c'est un film brut. C'est vraiment la pierre n'a pas été taillée encore, mais moi pour vrai ça serait un fantasme de le réécrire, puis c'est pas à cause que je me pense meilleur scénariste, mais je pense que c'est un univers à jouer avec. C'est un univers à jouer avec, j'ai de l'expérience, puis je pense que je suis le fruit de tous ces 30 ans je parle pas de moi, je parle de culture qui a évolué en scénario. Puis je vois ça, puis je suis comme, man, tout est là, j'aimerais le dépoussiérer. Moi, je fais tes couleurs là-dessus. Anytime, dessiner des néons. Des couleurs non imprimables. Ah oui, mon Dieu, que je vais en dessiner des néons dans la vie, c'est bien fun. Moi, je veux juste terminer en parlant d'une scène qui se passe, c'est très court, mais pendant une scène d'action, une poursuite dans la maison de Buckaroo Banzai, Jeff Goldblum passe à côté, avec un autre de ses collègues du Team Banzai, passe à côté d'un melon d'eau pogné dans un espèce de truc qui aplatit le melon d'eau. Puis Jeff Goldblum, il dit, c'est pourquoi le melon d'eau? Puis l'autre, il dit, je vais te le dire plus tard. On n'en reparle jamais. Oui, par rapport à ça, j'aimerais que... À moins que tu avais d'autres choses à dire là-dessus. Oui, j'ai la raison pourquoi c'est là. Pas vrai? J'ai la raison dans le film et pas dans le film. Ça t'a-tu déçu de le savoir? Parce que moi, j'allais dire, c'est mon moment préféré du film. Okay. C'est mon deuxième moment préféré du film. C'est une bonne question. Est-ce que je le dis au monde ou pas? Ben là, moi, j'étais un peu curieuse. Ça me dérange. Je peux... OK. Dans le film, mais ça, il en parle pas. C'est plus le réal qui a dit ça. Mais c'était parce que, vu que c'est un team qui essaie de sauver le monde, il essaie de trouver des moyens d'enrayer la famine dans le monde. Et vu qu'un melon d'eau, c'est solide... il voulait savoir s'il pouvait pitcher ça par avion en des endroits sans que ça éclate, donc pour nourrir les gens avec des melons d'eau. Ça, c'est dans le film. Ils disent pas dans le film, mais c'est ce que le réal voulait qu'on comprenne. Sauf que, pour vrai, c'est que en faisant le film, il arrêtait pas de recevoir des notes, puis des corrections, puis des affaires à changer des producteurs. Puis à un moment donné, ils se sont tannés, puis ils ont mis ça dans le film. Puis ils se sont dit, si les producteurs disent rien, on est correct, on peut faire ce qu'on veut. Et ils n'ont rien dit. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Puis c'est pour ça que c'est là. C'est juste comme random. Puis ils ont pu avoir la liberté de faire un peu ce qu'ils voulaient. Ils ont trollé leur producteur avec un melon d'eau. C'est fort. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Allez voir ça. C'est quand même... Toi, t'avais un Blu-ray, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était très, très beau. Là. Une belle édition avec beaucoup de behind the scenes. Puis tous les fans de Jeff Goldblum doivent voir ce film-là. Parce que moi, 2 des scènes préférées, c'est avec lui. Bon. J'avoue qu'il vole un peu. Il y a trop de charisme. Fait que, merci d'être venu cette semaine. Merci à toi, Simon. C'était cool de regarder ça avec vous autres. Là, je vais faire des plugs. Yes. J'avais comme oublié tantôt. Oui, c'est ça. On a un Patreon, les Mystérieux Étonnants. Je pense que vous le savez. Mais vous pouvez, à coût de quelques dollars, comme vous voulez, ou des 50 cents, ou en tout cas, par mois, ça va nous aider à payer le studio, continuer à faire ce show-là. Merci à tous ceux qui donnent présentement. Il y a quelques perks qui viennent avec ça, dont le podcast Bifurcation. Il va y avoir plusieurs épisodes qui s'en viennent. Moi, j'ai pensé à un petit sujet, là. Je reviendrai avec ça, mais on verra. Sinon, il y avait... J'ai comme un blanc. Oui, suivez-nous sur Facebook et suivez-nous sur iTunes. Écrivez-nous des critiques, des étoiles. On aime bien ça. Et sinon, juste mentionner que le podcast Noël chez Isidore, il va avoir un nouvel épisode, si tout va bien, mercredi. Spécial Noël du campeur. Et par ça, vous autres, avez-vous quelque chose à plugger?
Ben, j'ai plugué ma BD qui sort. Notre BD qui sort le mois prochain. C'est pas mal la grosse nouvelle. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ben, je vais sortir aussi une BD dans 3 ans. Là. OK. Ouais. Bon, ben ça c'est bientôt. Ben, toi, Caro, ça allait-tu? Ben oui, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis, on aime ça se faire dire qu'on nous aime, là. Tellement. Ouais, j'aime ça, moi. Dites-moi que vous m'aimez. Ben, cool, on se revoit. Je t'aime. Yeah! Voilà. C'est fait. Je vous aime, vous deux. Vous êtes vraiment cool. Merci. J'aime le public aussi. Moi aussi. Ouais. Donc, à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.